Salut à toutes et à tous. Juste avant de lancer l'épisode où nous avons interviewé un représentant de ASO, Amaury Sport Organisation, nous avons été à la pêche pour vous. Et oui, en effet, nous vous proposons de gagner 2 dossards pour le Garmin Triathlon de Paris qui aura lieu fin juin 2022. Pour ça, rien de plus simple, rendez-vous sur devenirtriathlète.com/Garmin et remplissez le formulaire. Allez, c'est parti, on lance l'épisode et peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer au Garmin Triathlon de Paris de 2022. Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, Olivier de Scooter de Ohana est avec moi. Salut Olivier. Salut Armano. Cette semaine, nous avons un invité avec qui on va parler triathlon et on va parler organisation d'épreuves, mais peut-être pas que. Je veux parler de Thomas Delpech. Salut Thomas. Salut. Thomas, tu nous as dit que tu avais déjà écouté le podcast, donc tu dois le savoir. Nous avons une tradition dans ce podcast, c'est de laisser la parole à notre invité au début pour qu'il se présente. Donc dis-nous tout. Qui est Thomas Delpech et puis qu'est-ce que tu fais comme boulot en ce moment ? Alors Thomas Delpech, donc je suis organisateur d'événements grand public, événements amateurs principalement, chez ASO, Amaury Sport Organisation, et je suis en charge du département donc épreuves grand public qui regroupe les événements hors stade destinés au plus grand nombre. Beaucoup de courses à pied, beaucoup de vélos, route et VTT. On a fait aussi des événements il y a quelques années qui étaient plus fun, le The Mud Day, la marque The Mud Day qui avait marqué les années 2014-2018. Et puis tout type d'événements qui pourraient se confondre avec ce type d'organisation de masse. Ça pourrait être du ski de fond, ça pourrait être des choses comme ça, à partir du moment où on ouvre l'activité au plus grand nombre, aux amateurs qui souhaitent se lancer un défi. Quand on parle d'organisation de masse, justement, c'est quoi ? C'est à partir de combien de personnes ? Est-ce qu'on parle d'organisation de masse ou est-ce que c'est plutôt une segmentation pour dire pas que les amateurs ou pas que les pros, mais un petit peu tout le monde en même temps ? C'est d'une part, oui, ne pas exclure. Ça veut dire que dans nos courses, il peut y avoir des élites, mais pas que. Il peut y avoir des très débutants, mais pas que. Et donc voilà, c'est plutôt une ouverture à tous les publics. C'est ça qui fait la masse. Et puis le nombre, bien sûr, puisque l'économie de ces événements est basée sur du ticketing et un certain nombre de personnes. Ces événements vivent beaucoup moins de droits télé ou de choses comme ça qu'on peut avoir sur les événements élites. Donc du coup, il faut du remplissage comme une salle de spectacle peut remplir avec des spectateurs, tout simplement. Quand tu parles d'événements de masse chez ASO, y a quelques noms qui me viennent en tête, le semi-marathon de Paris, le marathon de Paris. Est-ce que c'est tout ça comme organisation que tu as dans ton portefeuille ? Ouais, bien sûr, les événements phares, c'est le Schneider Electric Marathon de Paris, c'est notre gros événement annuel. Suit bien sûr l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris qui a lieu un mois avant, gros succès qu'on a connu même à cette reprise 2022, c'était extra. Et puis sur le vélo, ce qu'on connaît peut-être le plus, c'est l'étape du Tour. L'étape du Tour, c'est vraiment le Graal, la grosse finale des cyclosportives en France. Donc superbe événement et puis effectivement superbe événement parce qu'elle est adossée au Tour de France. Et le Tour de France, c'est l'événement vélo. Donc voilà, sur le cyclisme, on est plutôt sur ce credo-là, c'est de faire vivre aux amateurs des événements pro. Donc voilà, on a une cyclo la veille de Roubaix, on a une cyclo la veille de Liège-Bastogne-Liège, de Paris-Nice, et on permet aux amateurs de vivre le double rôle sur le week-end. C'est-à-dire je roule le samedi sur la route des pros et le dimanche, je peux aller les voir. Sur le Tour de France, on les voit 3-4 jours après. Et puis sur les épreuves de course à pied, on cumule, on court après les gagnants. Donc c'est une journée cumulée avec tout le monde et ce qui permet un vrai mélange et c'est pour ça sport de masse, alors ça peut paraître péjoratif masse mais pour nous ça l'est pas, on appelle ça aussi grand public ou voilà, il y a pas de, c'est plutôt un beau mélange entre des sportifs qui se lancent leurs propres défis et d'autres qui se lancent dans des compètes, dans du chrono, dans de la compétition pure. Et le fait de les mélanger, c'est assez rare dans le sport finalement qu'on mélange les deux populations. Donc nous, c'est un état d'esprit qui nous plaît beaucoup. Et alors justement, pour faire la différence entre les épreuves de masse ou grand public et les épreuves plutôt professionnelles, tu parlais de l'étape du Tour. L'étape du Tour, c'est justement la partie grand public, là où le Tour de France est réservé à l'élite. Tout à fait. Voilà, on a les épreuves pro qui sont chez nous, qui sont gérées par le département voisin et qui gèrent uniquement toutes les courses cyclistes professionnelles. Donc on profite des fois des mêmes installations, des mêmes structures, des mêmes lieux, mais effectivement on s'adresse à des publics différents, l'ambiance est différente, les partenaires de la course peuvent être différents. Donc voilà, c'est en référence à ça, effectivement, on n'est pas sur des événements purement élites.
Et chez ASO, il y a également des sports mécaniques avec le Dakar et qui mélangent un peu. Le Dakar est aussi un petit peu entre deux, à faire la part belle à des écuries élites et puis à aussi de plus en plus raconter ces histoires qui ont fait le mythe du Dakar en Afrique, du concurrent qui vient avec sa moto, sa malle, sans assistance et qui finalement vit une aventure alors un peu plus exceptionnelle qu'une course qu'on pourrait faire tous les 15 jours, mais une aventure très proche d'un défi unique et d'un défi très perso. Il y a des organisations plus grandes que ASO ou vous êtes leader mondial? Bah, on est leader sur nos activités, en tout cas sur les événements de masse et sur le vélo notamment. Sur le cyclisme, on est leader, au moins en France, en Europe, et puis dans le monde. Après, il y a des beaux événements. Ça n'empêche pas qu'il y ait des beaux événements ailleurs, mais en termes de structuration de société avec tous ces événements-là, oui, ASO fait partie des leaders mondiaux, oui, bien sûr. C'est vrai que quand tu mentionnes un petit peu les événements dans des sports en plus complètement différents, on se dit ça a l'air vraiment énorme. Il y a combien de personnes qui travaillent chez ASO? Entre 220, 230 et 300 et quelques en fonction des saisons, en fonction des mois de l'année, puisqu'on est sur des sports... On pourrait se dire c'est pas tellement en fait. Bon, j'imagine après il y a les bénévoles, les partenaires et tout ça qui viennent se rajouter. Tout dépend de la façon dans une société, si on internalise tous les métiers ou si on fait appel à beaucoup de spécialistes et de pros en externe. On a chez ASO une tradition à internaliser beaucoup de maîtrise d'ouvrage chez nous. Pour l'ensemble des métiers, et après ça n'empêche pas à faire appel à des spécialistes, hein. Quand on fait de la production télé, bien sûr qu'on va embaucher des cadreurs, des monteurs, etc., des spécialistes très pointus, mais la coordination se fait chez nous. Donc voilà, tout dépend dans la boîte, si on a tout en interne ou si on n'est que 3 et qu'on se sert de prestataires énormes à côté. Bon, ça c'est une structuration propre à chaque société dans ce domaine-là ou ailleurs, hein. Typiquement sur un marathon de Paris ou sur une étape du Tour par exemple, il y a combien de personnes en interne qui bossent là-dessus? C'est moins facile à cadrer sur les événements puisque j'ai pas mal de monde dans mon département et dans les métiers qui bossent un petit peu sur tous les événements. Voilà, j'ai des personnes ici qui bossent à l'année en transverse sur 13 événements. Donc après il faut compter les jours hommes pour savoir exactement combien de personnes sont sur chaque événement et montent les projets. Mais globalement sur le week-end de l'événement, on se retrouve souvent sur les plus gros, sur un marathon à Paris, on est une trentaine, 30-35 d'ASO très affairés au projet. Certains l'ont été 8 mois avant, d'autres l'ont été qu'un mois et demi avant. Voilà, tout simplement en fonction de nos métiers et de nos interventions. C'est des métiers sur lesquels on anticipe une partie de l'organisation et puis après une partie qui se fait de manière plus systématique à l'approche des événements. Ce qui finalement est pas énorme, une trentaine de personnes, si on considère le jour du marathon, une trentaine de personnes qui représentent ASO pour faire tourner la machine, c'est pas si important que ça comme nombre. Non, c'est pas si important. Après, c'est vrai qu'on a des prestataires avec nous qui sont des prestataires fidèles. Beaucoup de prestataires qui sont spécialisés, qui n'interviennent que sur l'événementiel, qui connaissent nos événements. Donc on a aussi moins d'encadrement à faire avec eux. C'est un encadrement qui est plus répétitif sur les différentes éditions de nos événements, quel que soit le sport. Et puis après effectivement des équipes diverses, soit des villes, soit d'autres acteurs qui viennent nous rejoindre et qui connaissent aussi le métier. Non, finalement, c'est pas autant que ça. Effectivement, on va pas mettre non plus un organisateur derrière chaque participant, heureusement. Non, bien sûr. Mais quand on sait que sur le marathon de Paris, par exemple, il y a entre 40 et 50 000 personnes qui courent. Effectivement, on va pas mettre un bénévole derrière chaque coureur, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont présentes pour monter les stands, pour assurer les stands, pour faire ne serait-ce que pour faire diriger les gens sur la route, etc. Voilà, après, la famille organisatrice du week-end peut monter à plusieurs milliers, ça c'est sûr, hein, ouais. Si on compte les derniers jours. Et alors, raconte-nous un petit peu ce que c'est que d'être organisateur, parce que tu définis comme un organisateur, c'est quoi? C'est un peu un chef de projet dans l'industrie. Tu vas gérer ça comme un projet, tu vas compter le budget, tu vas compter les gens, tu vas mettre des fessées ou ça va être tu vas être aussi sur le terrain. Comment ça se passe le métier d'organisateur? Attends, déjà ça c'est un truc que tu fais depuis. Enfin, j'ai été regarder un peu ton profil LinkedIn tout à l'heure. Ça fait 23 ans que tu bosses chez ASO. Ça fait 23 ans, oui. Donc oui, t'es devenu un peu là, t'es l'expert. En événementiel, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je suis un peu l'expert mass event, oui, l'expert grand public. Tout à fait, ouais. C'est des journées très variées. Après, on reste une entreprise, donc il faut pas croire qu'on est tous les jours sur le terrain à aller mesurer les parcours, à faire du vélo, à faire de la course à pied.
C'est sympa quand on peut le faire, mais la plupart du temps, on a des contraintes de gestionnaire de projet où il faut planifier, il faut sourcer les prestataires, il faut faire un travail de formalisation de nos plannings, de nos équipes et du montage du projet. Ça reste des projets, du travail de fond qu'on pourrait faire pour fabriquer des chaussettes ou pour faire autre chose. Et puis après, il y a ce côté un peu passion qui nous anime. Alors, on fait partie des rares métiers où effectivement il y a de la passion et c'est agréable. Et c'est ce qui rend notre quotidien un petit peu croustillant et ce qui rend surtout nos week-ends événements inoubliables et ce qui nous permet un peu de durer dans ces métiers-là. Donc, oui, on a un quotidien à gérer les projets, à gérer des budgets. On est une entreprise, donc on gère effectivement ces projets-là pour de la rentabilité. Il n'y a pas le choix. Une entreprise va pas perdre de l'argent sur ses activités ou alors elle est mal conçue. Tout simplement. Et puis après, il faut gérer les hommes. Les hommes sont un élément très important dans notre métier. On s'appuie pas sur des machines, on s'appuie pas sur une industrie. On s'appuie sur des savoir-faire humains, sur de la compréhension de nos clients. Donc nous, on a plusieurs sortes de clients. On a bien sûr le client final, c'est le coureur, le cycliste, celui qui vient pour payer son ticket de 50, 80 euros et pour participer à une aventure qu'il veut inoubliable et qu'on souhaite lui apporter un petit peu inoubliable. Il y a les clients partenaires aussi qui viennent toucher ces gens-là, qui viennent de l'industrie du sport ou ailleurs pour toucher des sportifs, pour s'associer à une image d'événement qui a une image plutôt sport, plutôt festif, plutôt voilà. Chaque événement a son identité, son positionnement, et les partenaires viennent chercher une association à ce positionnement. Et donc, on doit réfléchir toute l'année, effectivement, à monter un événement qui puisse servir l'ensemble de nos clients, sachant que les collectivités peuvent être aussi un client, puisque on arrive à monter des événements qui apportent beaucoup de monde, qui réunissent les gens de par des aspects géographiques vraiment très lointains. Sur le marathon à Paris, on fait venir un bon tiers d'étrangers, presque 40%. Ça représente des retombées économiques. Les nationaux aussi, les provinciaux qui viennent à Paris prennent des nuits d'hôtel. Donc il y a des retombées économiques qui sont liées à nos événements, et ça les collectivités le savent. C'est pour ça que les collectivités nous aident, c'est pour ça qu'elles nous reçoivent comme ville hôte et qu'elles se battent pour avoir de beaux événements avec nous. Donc voilà, donc la gestion de projet, c'est en macro, c'est comme ça. Et puis après, on va travailler le micro, bien sûr, toute l'année. On va travailler le visuel d'une médaille, on va travailler le nombre de barrières qu'il faut sur une zone arrivée pour bien gérer les flux. On a un travail sur ces épreuves de masse qui, le jour J, sur des schémas, est une gestion de flux très importante. Effectivement, on a à faire en sorte que le participant vive une belle aventure. Alors il faut créer de l'émotion, il faut créer du plaisir, et il faut surtout, pour pouvoir créer de l'émotion et du plaisir, que tout se passe bien logistiquement. C'est-à-dire que tout soit bien fait dans son déroulé de course, dans son déroulé de zone départ, de zone arrivée, de village. Et ils sont très nombreux, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des dizaines de milliers à chaque fois. Donc il faut que les flux fonctionnent. Si les flux fonctionnent, alors on peut aller au-delà. Et on peut essayer de mettre les ingrédients pour créer de l'émotion, des ingrédients pour les faire pleurer. Si on arrive à avoir des larmes sur la ligne d'arrivée, c'est qu'on a réussi. Ça dépend peut-être quel genre de larmes, parce que il y a les larmes de la douleur et puis il y a les larmes du bonheur. Il y a un peu de larmes de douleur, mais c'est un accomplissement aussi. Franchir la ligne d'arrivée d'un marathon, moi je m'en lasse pas. Toute l'équipe, on passe des heures sur les lignes d'arrivée, sur les lignes de départ, et c'est notre récompense de voir cette émotion. Enfin, la plupart des compétiteurs vivent des choses incroyables et ramènent chez eux du coup un souvenir un petit peu très, c'est pas factuel et c'est pas facile à expliquer aux copains ce qu'on a vécu. Quand on discute avec des gens qui n'ont pas fait un marathon, qui n'ont pas fait une cyclo, on demande pourquoi, on va les souffrir effectivement. Mais voilà, ils ont un souvenir qu'ils vont garder. Un premier marathon, une ligne d'arrivée d'un premier marathon, c'est extraordinaire. Donc voilà, donc c'est ce qu'on veut arriver à livrer. C'est ce qu'on veut arriver à livrer en rentrant dans du détail logistique, en rentrant dans du détail d'organisation, de flux, dans de l'affichage, dans l'explication, dans la signalétique. Donc voilà, tout un tas de choses qu'il faut mettre en place le plus rationnellement possible pour créer ça. Et puis ajouter effectivement, là on s'y attelle, une fois que tout est bien fait, on s'y attelle, rajouter le discours du speaker qui va leur mettre le frisson, rajouter la bonne musique qui va nous mettre en transe juste avant le départ, rajouter la petite déco et les bonnes tribunes pour que les spectateurs puissent encourager, et la présence humaine des spectateurs, elle crée aussi beaucoup d'émotions. Donc voilà, on va d'un bout à l'autre, on va à la gestion de projet très carré, très rationnel, jusqu'à arriver à rajouter des éléments, et là il faut être un peu créatif. Donc il faut comprendre ce que veut le client, on veut comprendre ce que veut le participant et ce qui va l'émouvoir, et donc rajouter cette part de création qui permettra de
d'être un peu inoubliable. Et c'est ce qui va différencier une course bien organisée d'un événement qui va les enchanter et qu'on ramène à la maison. Et donc du coup, cette médaille qu'on ramène à la maison, ce t-shirt, etc., il a pas la même valeur quand on a juste fait un événement sportif, une course, et quand on a réussi un exploit, un défi perso, qu'on s'est battu, qu'on s'est rappelé des mois de préparation, on a chié, hein, c'est dur, hein. Course à pied, vélo, c'est pas si simple de s'entraîner tout le temps. Et puis qu'on a réussi le défi qu'on s'est fixé. Voilà, donc notre métier, il part du très rationnel, et c'est vrai que la plupart du temps, il faut être très rationnel et très organisé, jusqu'à une part de création un peu difficile à percevoir de l'extérieur peut-être, mais par les organisateurs et par les participants, c'est quelque chose de très connu. Réussir à foutre le frisson, voilà, à faire lever les poils. Et ça c'est typiquement, c'est le genre de détail que en tant que participant, tu te rends pas compte qu'il y a un travail derrière. Par contre, à partir du moment où c'est bien fait, tu t'en rends pas compte. Par contre, si justement ça a été mal fait, c'est là que tu vas te rendre compte, tu vas dire ah bah ouais en fait ils ont merdé à tel moment, je sais pas, vous avez mis de la musique puis il y a eu une minute de blanc et puis pour je sais pas quelle raison, mais effectivement c'est le genre de truc quand ça se passe bien, tu t'en rends pas compte quoi. Par contre, c'est quand ça se passe mal que tu t'en rends compte. Bien sûr. Bah, ça, c'est un peu partout dans chaque métier, dans chaque chose, mais c'est le petit détail qui peut ne pas faire foirer la journée, mais mettre un petit bémol. Après, nous, on est très dépendant, on est sur des événements hors stade, donc on est très dépendant de la météo. Et ça, c'est pareil. Tu peux avoir organisé ton événement, mais de la plus belle des manières. Tu peux avoir imaginé des choses fantastiques et un orage compromet un peu tout ça. Donc on n'est quand même pas à l'abri. Donc effectivement, nous on travaille beaucoup sur le printemps, l'été, sur la belle saison pour les courir dehors, mais on est dépendant d'un dernier facteur qu'on ne maîtrise pas. Tu parlais de logistique, par exemple, je sais plus qui nous donnait cet exemple on avait fait un sas d'arrivée qui était pas assez grand et donc les gens s'accumulaient et en fait il fallait faire la file pour passer la ligne d'arrivée. C'est le genre de truc, bon ça peut arriver effectivement si on prévoit pas suffisamment à l'avance. Est-ce que tu as des exemples comme ça de trucs où vous êtes vraiment pris les pieds dans le tapis? En 23 ans de carrière, j'imagine ça a dû arriver. Oui, ça arrive. Il y a des erreurs et on apprend de nos erreurs. Et maintenant, je transmets à pas mal de mon équipe, une équipe assez jeune autour de moi, je transmets aussi ces erreurs-là. Bah oui. Parce que, et c'est quoi tes plus grosses erreurs? S'ils peuvent éviter de les refaire. Voilà, on a connu une édition du semi à Paris. Une édition du semi à Paris, je crois que c'était en 2010. Où on s'est vraiment planté. On avait un schéma de zone arrivée qui a pas tenu la route. On était trop étroit sur la chaussée. Et ça a bloqué la distribution des médailles proche derrière la ligne, à 30-50 mètres derrière la ligne. Et effectivement, sur cette édition-là, une bonne moitié du peloton n'a pas pu franchir la ligne. Donc bouchonné avant. Le temps qu'on s'aperçoive de la bévue, 3-4 minutes et c'est fini. On peut plus rien faire. 3-4 minutes et on est débordé et là malgré tout on était quand même des gens relativement expérimentés, mais on n'est pas allé assez loin dans le process et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas allé assez loin dans la prévision du risque de certains dispositifs qui pouvaient ne pas fonctionner. Et donc voilà, donc ça c'est la plus grosse erreur que j'ai commise et que j'ai vécue avec mes collègues. Et effectivement maintenant je leur prends la tête tous les jours. Et s'il se passe ça, tu fais quoi? Et s'il se passe ça, tu fais quoi? On prévoit tous les cas, quoi. On essaie, en tout cas, de prévoir tous les cas parce qu'à chaque fois, il y en a des nouveaux. Voilà. Et puis, il y a des imprévus aussi, hein. On a pas mal d'épreuves, qui ont subi des intempéries. On est organisateur du Rock d'Azur à Fréjus en octobre. Alors, en octobre, en général, c'est l'événement où on met Bermuda pour la dernière fois et on met un t-shirt et on met la crème solaire. Et puis, il y a des années, tu peux expliquer le Rock d'Azur pour ceux qui éventuellement connaissent pas? Le Rock d'Azur, c'est le plus gros événement européen de VTT. Un gros rassemblement. On est sur le massif des Morts pour la pratique du VTT. Et on est à Fréjus sur la base nature pour un superbe village dédié au monde du cycle. Donc un superbe événement qui donne lieu à notamment du cross-country, hein, notamment des randos à partir de 25-30 km jusqu'à du cross-country un peu plus engagé, jusqu'à 80 bornes pour le marathon. Et on est en bord de mer, on est sur une zone qui est touchée maintenant tous les ans un petit peu par les phénomènes climatiques un petit peu durs. Donc ils ont au moins une ou deux inondations, ou en tout cas un ou deux week-ends compliqués ou semaines compliquées pendant l'année. Et c'est vrai que c'est déjà arrivé pendant le Rock d'Azur. Donc on a déjà annulé des journées du Rock d'Azur parce que on était inondé, parce que les pontons avaient craqué sous la force de l'eau, parce qu'il y avait trop de vent et que ça arrachait toutes les structures. Donc voilà, ça c'est aussi des grosses problématiques qu'on connaît sur nos événements.
des météos un peu extrêmes, qui nous obligent à annuler des journées, qui nous obligent à reporter des épreuves, à les raccourcir. Donc nous, on le subit un petit peu moins parce qu'on est souvent organisateur en milieu urbain, de course à pied, choses comme ça. Les organisateurs de trail le connaissent tout le temps, cette problématique. Ils ont tout le temps 1 ou 2 parcours de repli. Je parle même pas du ski de fond avec la Transdu qui a, je crois, 12 parcours de repli tous les ans à cause du manque de neige. Mais voilà, c'est des aléas climatiques qu'on peut connaître. Tant mieux s'ils se déclenchent la veille ou l'avant-veille, on a qu'à annuler l'épreuve. Et le pire situation, c'est effectivement de les annuler en pleine épreuve, quand on a des participants sur les parcours, quand on a du monde engagé avec nous dans un effort sportif et que les conditions se déchaînent. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc Et dans ce cas-là, tu fais comment quand t'es sur le parcours 85 km de VTT, t'as les gars qui sont un petit peu partout sur le parcours? Il faut étudier toutes ces situations. Donc on a tous nos scénarios et on se fait des petites répétitions dans les jours qui précèdent l'épreuve, les semaines qui précèdent l'épreuve. S'il arrive ça, je fais ça. S'il arrive ça, je fais ça. On n'est pas toujours en phase avec ce qui arrive réellement, mais ça nous permet d'avoir les bons réflexes. Et effectivement, quand on a du monde engagé sur un parcours, dans la montagne, sur une cyclo, sur un trail ou sur du VTT, la priorité c'est de les mettre en sécurité. Tant pis si on annule l'épreuve, tant pis s'ils n'ont pas leur classement, tant pis si on bifurque les dispositifs. C'est pas le sport en premier, c'est la santé des gens et leur sécurité. On réagit tout de suite avec les autorités. On n'est pas tout seul par rapport à ça. On a tout le temps, au moins les pompiers, la préfecture, etc., qui nous aident à réagir parce que eux aussi ont des bons réflexes à ce niveau-là et c'est les pros de la sécurisation. Et après, tout dépend à quelle heure vient l'orage, à quelle heure vient la perturbation, à quel niveau du parcours. Il se peut qu'on fasse redescendre les premiers tout simplement en finissant le parcours parce que c'est la meilleure solution. Mais il se peut aussi qu'on arrive à évacuer d'autres en envoyant des bus parce qu'on peut pas les faire sortir autrement, ou alors laisser revenir les vélos par une autre route. Enfin voilà, tous les schémas sont identifiables. Il faut avoir la cartographie du site bien en tête. Ça peut nous arriver aussi sur la course à pied. Ça nous arrive très 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 rarement. Mais on a connu des années un petit peu plus compliquées avec des années avec des menaces attentats. Donc on peut très bien avoir un colis piégé dans la rue qui nous oblige à tout simplement faire une déviation. Ça nous est arrivé lors du semi-marathon 2021 par exemple. Voilà. Semi-marathon 2021 et il y a à peu près 6000 personnes qui ont couru 200 mètres de plus que les autres. Aïe, bon 200 mètres ça va encore, mais du coup... donc c'était en pleine épreuve alors. En pleine épreuve, on a fait un petit quartier supplémentaire pendant 35 minutes. Un petit détour supplémentaire, le temps que les démineurs interviennent. Tout le monde ne l'a pas vu. Alors c'était ça un peu notre objectif. C'était que tant pis si on arrive en voyant 200 mètres de plus sur la montre GPS à l'arrivée. On n'a pas besoin de le crier sur le toit, on veut juste les mettre en sécurité, on veut juste que l'épreuve perdure. La continuité de l'épreuve, c'est notre objectif principal, avec la sécurité des participants. Et là, on pouvait le faire. Donc avec la police, on a simplement dévié d'un quartier. Et l'épreuve s'est déroulée, tout le monde a franchi la ligne, tout le monde a fait son semi-marathon. Et on a réussi à gérer cette petite crise. Et donc, ça veut dire que la plupart des gens se sont même pas rendus compte qu'ils ont fait un autre parcours, qu'ils ont fait 200 mètres de plus. Non. Et puis on a dit, non, les 6000 personnes, on va pas décaler leur chrono, on va pas rectifier les classements. Il y a 200 mètres de plus. Et ça fait partie du jeu, la sécurité primaire, tout simplement. Ouais, si ça avait été 2 km, ça aurait peut-être été différent, mais 200 mètres, effectivement, ça a dû passer. C'était un vrai colis piégé? C'était vraiment une bombe? C'était une valise, tout simplement, comme dans les gares quand il y a 3 valises par jour, et qu'il faut faire attention. C'est de la prévention. Mais c'est ça, mais je veux dire, c'était juste une valise. C'était juste une valise, tout simplement, voilà. Ouais, c'est ça. Comme on peut avoir une alerte. Donc, que ce soit en ville, comme ça, en pleine montagne, des aléas climatiques, des aléas de sécurisation, on en a. Et c'est ce qui donne un petit peu de piment, c'est les histoires qu'on pourra raconter plus tard, c'est les expériences que peut transmettre aux gens qui arrivent derrière nous pour prendre le relais, et c'est ce qui fait un petit peu tout le croustillant de notre métier. Voilà, on est organisateur d'événements, on a la chance de pas être tout le temps dans les bureaux, on va aussi repérer des parcours, voir des parcours en avant-première pour les choisir, certaines fois pour le VTT ou pour le trail. C'est la partie la plus fun, ça. C'est la partie la plus fun, effectivement, de pouvoir se dire, tiens, je construis le produit final pour mon sportif. Et j'espère que ça va lui plaire. Voilà, quand on trace un parcours, quand on va voir ça, et en plus ça nous permet nous de pratiquer, donc c'est pas plus mal. Alors justement, par rapport à ça, tout à l'heure tu disais quelque chose qui m'a fait réagir, c'est que dans le métier d'organisateur, et en tout cas dans ce que toi tu fais ou ce que vous faites chez ASO, il y a aussi cette petite brique d'émotion que vous rajoutez à la fin une fois que tout le macro planning est bien fait, tout le micro planning est bien fait, toute la partie logistique administrative est ok, vous vous attelez à la partie émotion. Pour faire ça justement, vous vous appuyez sur des compétences
compétences de gens, que ce soit internes ou externes, qui sont déjà sportifs, qui ont déjà fait les parcours, ou c'est vous sur votre feeling qui fait que vous voyez où est-ce que vous allez pouvoir rajouter de l'émotion, ou alors là où est-ce que le parcours va pouvoir passer pour que ce soit plus difficile, plus sexy, plus fun, plus marrant, je sais pas. Imaginons traverser une caserne de pompiers, ça doit être plus sympa que de traverser le périph', quoi. Ouais, il y a le choix des parcours, il y a le choix de plein d'éléments très factuels comme ça. Et puis, alors moi j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi, la majorité sont des sportifs, hein, et qui pratiquent ces sports-là. Donc ça nous permet aussi de réagir aux expériences qu'on a pu connaître sur d'autres événements. On va faire pas mal de benchmarks pour ça, on va voir un peu ce que font les copains organisateurs, les bonnes idées qu'ils peuvent avoir, il faut qu'on les attrape. Il n'y a pas de raison, donc c'est du partage entre organisateurs. Et puis après, il faut créer la bonne idée aussi. Mais ça va jusqu'au choix de la musique, de la playlist, du discours qu'on écrit pour le speaker, pour qu'il puisse retranscrire tout ce qu'on a voulu mettre en place, et pour que ce discours puisse toucher n'importe quel profil de sportif. Le discours sur un marathon de Paris est pas le même pour les gens qui vont courir en 3 heures que ceux qui le font 4h30. Il faut qu'on fasse varier des choses. Ils ont pas tous la même motivation sur cette ligne de départ. Le premier va beaucoup parler chrono record, et même s'il parlera de fierté comme le dernier, et le dernier va plus parler de défis peut-être uniques parce que c'est peut-être son premier marathon et ce sera peut-être le dernier. Donc voilà, il faut trouver les bons mots. Ça se joue à peu de choses. Donc il y a le feeling qu'on a nous en tant que sportifs de ce qu'on peut avoir envie de vivre à leur place. Donc, il faut se mettre à la place des participants. Et puis, des personnes qui sont peut-être un peu moins sportives, mais qui sont aussi très créatives là-dessus et qui vont trouver la bonne idée. Mais c'est du son, c'est de l'image, c'est un petit message, c'est le petit SMS qu'on leur envoie la veille, c'est plein de choses. On peut trouver plein d'éléments. Qu'est-ce qui va... En fait, les sportifs sur ces week-ends-là, plus l'épreuve est dure, plus ils ont de stress, plus ils s'attendent à quelque chose d'important, plus le week-end s'approche avec effectivement ce stress, et nous c'est juste à transformer ce stress en émotion, et des fois il faut peu de choses. Un marathonien qui vient de franchir la ligne d'arrivée, il suffit de lui transmettre même un applaudissement sincère de 3 personnes chaleureuses à côté de lui, et ils font en larmes. Donc quelqu'un qui est à fleur de peau comme ça, il faut juste trouver les bons mots, juste trouver la bonne musique, juste trouver le bon affichage, et on arrive à profiter un peu de son état pour enrichir encore un peu cette émotion, tout simplement. Donc votre objectif, en gros, c'est faire pleurer les gens. C'est un KPI. Le frisson, la joie, les larmes. C'est combien de finishers ont terminé la larme à l'œil. En fonction de ça, vous jugez la qualité de l'événement. C'est ça. On pourrait y faire une échelle comme ça entre sourire, joie, frisson, larmes, et puis oui, on pourrait. En même temps, des mecs qui terminent en tirant la gueule, il y en a pas énormément. Ou le mec qui vraiment s'est chié dessus, il s'est dit j'ai fait une mauvaise course. Après celui qui serre le poing et qui serre les dents nous va aussi, hein. Mais c'est un autre type d'émotion. Et puis il y a ceux qui échouent, ouais. On a quand même des épreuves où la plupart des marathons ou cyclosportives et autres, au départ il y a toujours un petit doute sur le fait qu'on va réussir, qu'on va arriver au bout. Donc notamment ceux qui font leur première expérience. Et l'échec fait partie du jeu. Donc il faut pouvoir aussi s'adresser à eux sans dénigrer leur performance, parce que avoir un échec sur un marathon, tout le monde peut le connaître, quel que soit son niveau. Donc il faut aussi pouvoir leur parler et leur dire relance-toi, le deuxième ce sera le bon, il n'y a pas de problème pour nous, t'as échoué mais c'est pas un souci, on a prévu un dispositif pour te ramasser sur la course parce que tu ne pouvais pas aller plus loin, peut-être que t'as cassé ton vélo, peut-être que t'étais pas prêt. Mais peu importe, il y a pas de gêne, il y a pas de honte. T'es un sportif qui s'est lancé un défi, on n'est pas toujours sûr de le réussir, sinon c'est pas un défi. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'échange, et ça c'est des valeurs très sport qu'on partage avec eux, et même si on partage pas l'activité avec eux, on l'encadre pour qu'ils puissent la faire. On a cet échange. Et c'est très plaisant sur les dispositifs, sur le village. On discute beaucoup avec les participants. Moi, je trouve, j'invite mon équipe souvent à aller discuter avec les participants, à vivre le week-end avec eux, à vivre des émotions. Il y a des échanges qui sont très sympas entre celui qui va tenter le défi et celui qui lui organise. Enfin, c'est toujours très très plaisant. Et c'est ce qui fait l'aspect très très plaisant de notre métier, effectivement. En tant qu'organisateur, du coup, vous participez de temps en temps aux événements, ou bien vraiment ceux-là c'est pas possible, quoi? Ah, les nôtres c'est compliqué. Donc, du coup, vous allez faire d'autres événements de d'autres organisations. Tout à fait. Voilà, on va chez les copains organisateurs. On va chez les concurrents. On fait ça. Okay. Non, les nôtres c'est compliqué. Si on se lance sur un marathon et qu'on est censé organiser une partie de ce marathon, il se peut qu'on soit pas dispo, il se peut qu'on crampe au 30e kilomètre qui est à l'autre bout de la ville. Enfin non, on peut clairement pas faire les deux.
Donc on peut le faire sur les épreuves, parce sur nos épreuves ASO, si on ne travaille pas dessus, pourquoi pas. Donc moi j'ai les équipes qui croisent, ceux qui travaillent sur le running viennent faire une épreuve de vélo et vice versa, donc c'est plutôt très plaisant, puisque le lundi c'est les premiers à faire leur débrief aux organisateurs. Mais ouais, non, on a cette part de pratique. Elle n'est pas obligatoire, la pratique sportive, pour faire ce métier-là, mais c'est un plus. C'est un plus de comprendre pourquoi on le fait, et puis de côtoyer la communauté. C'était justement une question que j'avais pour toi, c'est est-ce que toi, à titre personnel, justement, en tant qu'organisateur chez ASO, tu es pratiquant de l'un ou l'autre des sports ? Ouais, moi j'étais basketteur très longtemps, et puis j'ai pris ma retraite de basketteur, parce que les genoux ne résistent pas longtemps à ce genre de sport. Et maintenant, oui, je fais beaucoup de vélo, j'ai pratiqué, j'ai fait le marathon de Paris plusieurs fois, même avant de travailler chez ASO. Voilà, donc j'ai goûté aussi au triathlon, j'ai goûté et maintenant je fais principalement du vélo. Donc du coup, toi, t'es pas sur les courses ASO quand il s'agit de prendre un départ, parce que justement, t'es plutôt celui qui les organise. Je suis plutôt celui qui les regarde et qui les organise, ouais, chez ASO. Ouais. Donc je vais chez les copains organisateurs, et c'est un milieu où on a beaucoup d'amis organisateurs, donc ça nous permet d'aller les voir, ça permet de prendre contact tout au long de l'année, de voir les bonnes idées qu'ils peuvent avoir, ou de leur faire même des retours sur des choses qu'on a pu voir qui étaient peut-être pas adaptées, puisqu'on partage beaucoup d'idées, et puis d'aller rouler sur nos parcours aussi quand on les prépare. Très très sympa. Mais il y a quand même un peu de concurrence. Enfin, je veux dire, au final, des beaux week-ends au mois de mai, il y en a pas énormément. Des événements, par contre, il y en a beaucoup. Donc il y a un moment où vous êtes en concurrence. On est en concurrence, mais c'est vrai que dans ce milieu-là, elle est plutôt très amicale, cette concurrence. D'accord. Donc c'est très plaisant, et on peut arriver à se donner quelques tuyaux, à s'entraider même. Donc c'est plutôt pas mal, c'est très plaisant. Alors attends, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure avant de passer à autre chose, mais tu as dit quand vous préparez le discours du speaker. Là, tu casses un mythe. Pour moi, je pensais que le speaker était un orateur né et puis que tout était improvisé. C'est un orateur né, mais il faut que le speaker, en fait, il change d'événement tous les 3 jours. Donc il peut pas se plonger intégralement dans l'identité de l'événement, dans les valeurs qu'on veut faire passer, dans le vocabulaire. Et s'il veut se passer de ses fiches, il faudrait qu'il passe 3 semaines à s'immerger. Donc ouais, on a fait ça. La première fois qu'on a fait ça, et vous l'avez sans doute connu, c'était sur The Mud Day. Voilà, The Mud Day, on a créé une marque un peu différente sur ce domaine d'activité de sport grand public, avec quelque chose de très très fun, qui sortait un petit peu de ce qu'on connaissait à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de chrono. On allait courir dans l'herbe ou dans la boue, à jouer comme des enfants plutôt que de faire une compétition sportive chronométrée. Et effectivement, il a fallu qu'on joue le jeu marketing produit à fond. La com s'est faite différemment. C'était le début de la com sur Facebook, et quasi exclusivement sur Facebook. On passait plus sur des canaux traditionnels. Sur place, il fallait créer une ambiance, donc ambiance musicale, décoration extrême et toute différente de ce qu'on peut trouver sur les événements de course à pied ou de vélo. On voulait pas être un événement de course à pied légèrement différent, on voulait vraiment casser ce code. Et on a été au bout, on a écrit le discours du speaker, et il s'est approprié ce discours. Et on a tourné pendant 3-4 ans avec 2-3 speakers qui se sont appropriés le discours, qui l'ont après un peu modulé, mais qui ont joué avec comme des acteurs. Et le speaker est un orateur, il est à l'aise avec un micro, mais comme tout acteur au théâtre, c'est pas plus mal s'il y a quelqu'un qui lui écrit le texte et qui partage ça avec lui. Alors des fois on l'écrit avec lui, Et donc on a commencé à le faire aussi sur la course à pied, sur le vélo, il n'y a pas de raison. Si cette scénarisation fonctionne sur un événement comme The Mud Day, qui a fait un peu le buzz pendant quelques années, ça doit aussi s'appliquer même à des sports un peu plus traditionnels. Moi j'ai pas envie, sur mes épreuves de vélo, de cyclosportif, d'entendre un speaker qui... je sais pas si vous les avez connus, sur le vélo, c'est assez traditionnel, le speaker qui prend le micro et qui le lâche plus pendant 2 heures, et en fait, on n'a rien écouté de ce qu'il a dit. C'est assez dramatique. Et là, déjà, il y a un truc qu'il faut bien reconnaître, c'est qu'en général, le speaker, on l'entend pas parce que ça... Déjà, première chose. Puis effectivement, si c'est ça pendant 2 heures, au bout de 3 minutes, tu décroches, donc t'entends plus rien. Donc nous, on le brief, très peu de temps de parole, mais du temps de parole très impactant. Parce qu'à ce moment-là, tu seras écouté par les gens qui sont là, et fais-leur passer quelque chose, fais-leur passer des vrais messages. Ça n'empêche pas de faire passer 2-3 messages de sécurité, 2-3 messages un petit peu cartésiens, bon père de famille. Mais entre deux, il faut les faire vibrer, entre deux, il faut les faire marrer, il faut les faire se lever, etc. Donc, et ça, le message était passé, et les speakers avec lesquels on fonctionne sont assez contents quand on leur écrit les bases d'un discours. Après, ça les empêche pas de le remodeler un petit peu, mais les bases d'un discours, et s'ils sont en phase, après, de se l'approprier. Et puis nous, on choisit la musique qui va derrière, on choisit l'enchaînement, le timing des départs,
l'enchaînement des arrivées. Voilà, mais on leur parle de plus en plus de moins de temps de parole, mais plus impactant. Tu parlais de Mud Day, c'est bien des parcours où tu as toute une série d'obstacles, où tu dois escalader, tu dois passer dans la boue sous des fils barbelés, tout ça. C'est ça, des adultes qui jouent à des jeux d'enfants, qui se couvrent de boue, qui s'arrosent, qui font un parcours du combattant parce que ils n'avaient pas fait leurs 3 jours ou leur service militaire, et dans une ambiance de folie. Enfin là, on a vu des sourires extraordinaires. Parce que ça aussi, c'est un truc, ça a fait... Alors, je sais pas, ça fait depuis quand d'ailleurs que ça existe, ces types d'événements? Voilà, c'est arrivé en France en 2014 à peu près. Ok. 2014. Ouais, donc c'est quand même assez récent. Il y a eu quelques prémices en Angleterre. Ça vient d'Angleterre. Oui, hein, le précurseur était en Angleterre, oui. C'était le Fisherman's Friends, les premiers, non? Non, c'était Tough Guy. Ouais, Tough Guy. Tough Guy en Angleterre, qui est une édition un petit peu extrême, puisque moi je suis allé la faire pour benchmarker, et c'est fin janvier en fait, et avec beaucoup d'eau. Fin janvier en Angleterre. Fin janvier dans le nord de l'Angleterre. Ouais, t'as pas mal de gars qui terminent en hypothermie. Oui. Ouais. C'est extrême, mais du coup ça a été ensuite marketé un peu plus grand public par des Américains et par nous en France, enfin par plusieurs marques. Et effectivement, l'original est là-bas, il est dans une vraie ferme, c'est de la vraie boue qui est là à l'année, c'est assez cru. Et attends, parce qu'un speaker comme ça, on le trouve où en fait? Il y a des mecs qui font ça à temps plein, non? À temps plein ou en complément de leur métier. Okay. En général, c'est quoi? C'est des acteurs du coup? Non, ou ils font de la radio, ou ils font des choses comme ça. Ou, ok. Ouais, non, mais ils font ça à temps plein en fait. Ils y passent quand même tous les week-ends, donc ils ont un planning hebdomadaire un peu plus compliqué. Ouais, parce que c'est souvent les mêmes gars qu'on retrouve sur différentes courses. Ça tourne, je parle du triathlon par exemple. Des gars, des filles, hein, bien sûr. Nous, on cherche aussi des différences de voix. Quand on a 2 speakers, il faut que ça tranche un peu. Un peu comme 2 animateurs radio. Il faut pas qu'ils aient la même voix, sinon ça tranche pas. Donc, pas comme nous, parce qu'on nous dit souvent qu'Olivier et moi, dans le podcast, on a la même voix et certaines personnes ne savent pas nous différencier. Du coup, on respecte pas du tout les bonnes pratiques. C'est ça. Il y a encore une question là que j'avais sur les speakers, c'est que tu parles justement de scripter un peu le discours du speaker, de scénariser pour mettre de l'émotion, de l'ambiance. Les speakers, surtout sur les grands événements internationaux, comme par exemple le Marathon de Paris, mais pas que, ils doivent parler dans plusieurs langues. Est-ce que vous travaillez aussi la partie émotionnelle dans d'autres langues, ou là c'est plutôt le speaker ou la speakerine que vous embauchez qui va maîtriser d'autres langues et qui va adapter? Alors on leur demande en général de au moins maîtriser l'anglais sur les épreuves qui ont lieu en France, de maîtriser les 2 langues, parce qu'il y a des épreuves où on reçoit quand même pas mal d'étrangers. Certains speakers ont plus de langues au catalogue que d'autres, donc s'ils arrivent à dire un petit mot aussi en italien, en espagnol, c'est pas plus mal. Mais oui, quand on écrit la version, du coup, on écrit la double version au moins. Et après, s'il arrive à décliner dans 6 langues, c'est qu'il a cette carte en plus. Et tu parlais tout à l'heure du modèle business en fait d'un organisateur d'événements. Donc il y a une partie des revenus qui vient des partenaires et il y a une partie qui vient des participants. C'est quoi le ratio plus ou moins? Ça dépend des épreuves. Toutes les épreuves ont leur modèle. Il n'y a pas vraiment de ratio type. En fonction de la médiatisation de l'événement, il y a des partenaires qui viennent beaucoup plus chercher cette médiatisation. Un événement qui est un peu télévisé, sur lequel on a quelques retombées médias un peu plus importantes, les partenaires vont apporter un petit peu plus. Et puis il y a des événements qui sont beaucoup moins médiatisés et qui ne vivent quasiment que sur les inscriptions, le ticketing des participants. Donc tout dépend de la façon dont c'est amené, médiatisé, l'importance que ça peut avoir, les quelques diffusions télé qu'on peut avoir, que ce soit des résumés ou du direct, sur des chaînes régionales ou nationales, la visibilité qu'il y a sur les sites web et sur un réseau, entre un événement single et un événement qui ferait partie d'une série, et donc qui aurait des retombées auprès de tous les participants de cette série, c'est un peu différent. Donc il n'y a pas vraiment de modèle établi là-dessus. Mais c'est sûr que ces événements grand public tiennent plus sur ces 2 piliers, partenariat et billetterie, alors que des événements élites effectivement tournent complètement différemment, avec éventuellement des droits télé, avec des choses comme ça qui sont donc très très différents. Et ça dépend aussi des disciplines, parce que il y a des disciplines effectivement que tu peux médiatiser plus facilement que d'autres. Typiquement, je sais pas, le VTT, moi je sais que à l'époque je faisais du VTT et je connaissais des gars qui étaient très très bons en VTT, mais ils passaient sur route parce que c'était beaucoup plus facile de passer pro, ou en tout cas
t'avais plus de chances de gagner ta vie en étant cycliste pro sur route que sur VTT. Oui. Parce que VTT, t'es dans les bois et du coup t'as pas la vue avec les sponsors, etc. Alors que sur route, éventuellement t'as l'hélico qui passe par au-dessus, etc. Enfin voilà, c'est beaucoup plus accessible. Les supporters peuvent venir voir plus facilement, etc. Et donc en fait ça c'était une grosse différence. C'est des choses que tu vois aussi. Oui, la captation vidéo est très très compliquée à faire sur le VTT. Elle est à peu près faisable sur des parcours de cross-country qu'on a sur les JO, les championnats du monde, qui sont des parcours courts, où il y a des positions caméra. Mais sur des parcours en ligne ou des parcours longs, c'est quasi impossible. Si ce n'est à mettre 3 hélicos, 4 drones, mais ça oblige à des moyens impressionnants. Donc non, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de capter les images. Et puis il y a des épreuves un petit peu longues et on est obligé de faire des résumés pour qu'elles soient médiatisées. C'est sûr que à partir de 3 à 4 heures d'épreuve, que ce soit du vélo, de la course à pied ou autre chose, il vaut mieux faire passer un 26 minutes. Une chaîne télé arrivera plus facilement à diffuser un 26 minutes que l'épreuve dans son entièreté. Ça, c'est évident. Pour revenir justement par exemple sur le marathon de Paris, je sais qu'il est diffusé comme d'habitude sur une chaîne du groupe audiovisuel français, que ce soit France 2 ou France 3. Justement, on parle d'une épreuve longue qui, si je ne m'abuse, est quasiment diffusée dans son intégralité. Là, pour le coup, c'est ASO qui est donneur d'ordre, qui va sous-traiter et qui va demander à France 2 ou France 3 de diffuser, ou c'est les chaînes publiques qui viennent vers vous? Comment ça se passe à ce niveau-là, par exemple, à la différence d'une épreuve un petit peu plus confidentielle? France Télé est très intéressée par le marathon, puisque ils réalisent une bonne audience tous les ans sur le marathon. C'est un programme qui fonctionne bien. Donc ils viennent produire les images et ils viennent faire ces commentaires en direct sur quasi l'intégralité de l'épreuve, parce qu'ils couvrent la partie élite. C'est vrai qu'on va pas jusqu'à 6 heures de course et attendre les derniers. Ce serait un peu difficile pour eux de diffuser autant d'heures. Et ça manquerait un petit peu de suspense, mais il faut les comprendre. Mais non, ça les intéresse. Il y a des programmes comme ça qui réalisent de bonnes audiences. Donc nous, ça nous permet d'attirer des partenaires qui viennent aussi chercher ça, pas que ça, mais qui viennent chercher ça aussi. Et France Télé s'y retrouve pas mal par rapport à tous les programmes du dimanche. On réalise de bonnes audiences, donc voilà, c'est donnant et gagnant en fait. Oui. Et c'est un phénomène qu'on voit aussi, je pense, de plus en plus dans le triathlon. Hein. On va y arriver enfin à parler de triathlon. On a des nouveaux formats comme la Super League par exemple, des formats super courts, super explosifs où il y a plus de suspense et 2, on peut beaucoup plus facilement le médiatiser. Oui. Et donc c'est des trucs qui sont très intéressants parce qu'en fait ça amène plus de sponsors. Et donc du coup forcément ça attire les athlètes, ça attire les spectateurs, sûr. Ça attire les marques. Aujourd'hui diffuser dans l'intégralité un format XXL c'est compliqué. Donc on passe par des résumés, on passe par des choses comme ça. Ou en streaming. Pour les spécialistes, pour les passionnés qui sont capables de passer des heures dessus. Non, mais je sais, mais je dis ça parce que c'est vrai que je pense que dans ceux qui nous écoutent, il y en a quelques-uns qui sont comme ça, mais voilà, le jour tu vois des championnats du monde à Hawaï, ou quand on a eu la tri-battle entre Jan Frodeno et Lionel Sanders par exemple, moi j'avais mon écran qui était là, il était allumé toute la journée. Et voilà, et j'ai suivi le truc de A à Z. Bon, après, ils sont rapides, mais c'était quand même, c'était quoi? C'était 7h20, non, 7h25, je crois, il avait fait. Donc, oui, c'est plus compliqué voilà, à diffuser. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça, effectivement. Mais après, je suis conscient que la plupart des gens, ils sont pas tarés à ce point-là, et voilà, ils gardent pas, ils ont autre chose à faire leur dimanche après-midi, quoi. D'où la création des formats très courts, cet hiver en salle. Ouais. Du coup, oui. Assez impressionnant. Oui, le triathlon indoor, par exemple, c'est en train de cartonner aussi, et ça, c'est très bien médiatisé. Ouais, ça donne. Mais bon, la Super League déjà donnait des formats assez courts, donc c'était plutôt sympa à suivre. Les relais aussi ont été assez sympas, des relais avec plusieurs passages, relais mixtes, c'était aussi assez sympa. Donc effectivement, chaque sport va chercher un petit peu la formule pour mieux le médiatiser. Oui, et tu parles de relais, le relais mixte est même devenu une discipline olympique, donc c'est au-delà des trucs un peu bizarres comme la Super League qui sort un peu de nulle part entre guillemets. Voilà, c'est quelque chose qui vraiment s'institutionnalise, quoi, puisque c'est devenu un sport olympique. Oui, parce que les instances olympiques et internationales ont tout intérêt aussi à choisir et à commencer à sélectionner un peu les formats en fonction de cette réussite télévisuelle, de l'intérêt que peuvent avoir les téléspectateurs.
Si un téléspectateur ne comprend rien et en plus est devant un spectacle qui dure trop longtemps, il va pas accrocher. Donc il faut des bons commentaires, il faut des belles incrustes télé pour pouvoir comprendre qui est devant, qui est derrière et comment ça marche. Et suffisamment court pour en une demi-heure avoir un beau spectacle. Et en même temps, ça c'est quelque chose qu'on commence. Enfin, tu parlais des bons commentaires. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, tu sais, avec tous les capteurs. En fait, t'es capable de voir en temps réel le taux de glycémie de l'athlète, t'es capable de voir la puissance générée, t'es capable de voir sa cadence. Enfin voilà, il y a plein de data en fait que tu peux des choses voir. Intéressantes. Et donc en fait, les commentateurs analysent ça en temps réel et finalement c'est hyper intéressant parce que voilà, au-delà de voir que bon les mecs ils sont en train de se suivre, il y a 4 kilomètres qui les séparent, ils passent à 3.8 puis 3.9. Bon, ça c'est a priori c'est vrai qu'il y a plus énormément de suspense, mais par contre c'est vrai qu'il y a toute une série vraiment d'analyse où en fait tu reviens sur la préparation, tu reviens un peu sur les fondamentaux, même sur le matériel, sur les technologies, etc. Donc ça c'est le genre de trucs qui sont intéressants. Oui, tout à fait. Mais il y a pas mal de sports qui font évoluer leur format sur ces plans-là. Là, on le voit bien sûr avec les sports mécaniques, la Formule 1 avec les commentaires en course, avec tous les chiffres, tout le décryptage, etc. Et la moto pareil. Et puis on a vu quand même des belles saisons de biathlon sur nos écrans depuis quelques années avec des bons commentateurs et aussi une analyse technique. Et l'analyse technique, quand elle est bien expliquée, bien vulgarisée, tout le monde devant son écran comprend le suspense, etc. Enfin, on a une belle évolution à ce niveau-là sur le biathlon, par exemple. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, sur le vélo, les discussions sur les pros, alors on avait des capteurs, on avait du GPS, etc. Et il commence à se poser la question du son aussi, comme en Formule 1, de la relation entre le manager en voiture et son cycliste. Est-ce que ça apporterait pas aussi aux commentaires, comme on l'a en Formule 1, de façon très très peu audible en Formule 1 quand même, faut l'avouer. Ouais, et puis je pense qu'il y aurait quelques risques aussi au niveau du contrôle parental ou de la façon dont les sportives et les sportifs peuvent parfois s'exprimer, surtout quand ils sont dans le dur. Mais bon, ouais, pourquoi pas. Écoute, ça peut être un élément en plus, mais il faudrait peut-être un modérateur avant de diffuser. Peut-être que ça va être en léger différé. Ouais. Tu parlais des Jeux Olympiques. Enfin, on parlait des Jeux Olympiques là à l'instant. Est-ce que ASO, en tant que structure organisatrice d'événements, vous êtes lié à eux à un moment ou l'autre, ou vous êtes partenaire, ou pas du tout? Je pense notamment à Paris 2024. On n'est pas partenaire, non. Donc vous n'avez absolument rien à voir. Il n'y a pas, des épreuves. On a des liens, mais on est intéressé par le fait d'aider l'organisation des Jeux en 2024 à Paris, oui. Donc. Ouais, et justement par rapport au marathon de Paris 2024, ce fameux marathon pour tous, qui l'organise au final? Est-ce que c'est ASO? Est-ce que c'est le CIO, donc le Comité international olympique, ou est-ce que chacun fait sa course? Parce que même si les participants du marathon pour tous emprunteront les pas des sportifs élites, ce sera pas le même jour. Donc est-ce qu'il va y avoir deux épreuves qui vont être réalisées par deux organisateurs différents? Alors pour l'instant, c'est le CIO qui organise ça avec Paris 2024, le COJO. Okay. Pour l'instant, c'est eux, et voilà, ils ont lancé des appels d'offres pour être aidés par des opérateurs. Donc, on sera enchanté de le faire, et on verra très prochainement si on est choisi pour le faire. Bon, le message est passé. Ouais. Si jamais si jamais il y a des gens du CIO qui nous écoutent, tout à fait. Passez un coup de fil, on vous mettra en relation avec Thomas si c'est pas déjà fait. Du coup, revenons un peu sur le triathlon. Alors. À ASO, du coup, on a compris, il y a du marathon, il y a du vélo, il y a du VTT. Vous faites quoi en termes de triathlon pour l'instant? Alors en triathlon, on avait une épreuve qui était un peu plus confidentielle sur le Roc d'Azur, sur l'événement VTT. Ça fait 6 ans, je crois, qu'on a lancé un triathlon. On avait de la place sur cet événement pour un triathlon en début de session, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi. Après, ça a bougé, on a changé un peu de jour, mais on a un triathlon du coup. C'est pas Xterra, il a pas le label Xterra, c'est un triathlon cross, nature, avec natation dans la mer, juste sur la plage de Fréjus, et puis après un petit circuit. Donc on reste sur des formats courts, et on a lancé ça il y a 5-6 ans. Donc ça permettait à tous nos pratiquants de VTT sur place de se tester à la pratique du triathlon, de se lancer, d'enfiler la combi et de faire l'effort supplémentaire. Même si sur l'événement on n'avait que du VTT jusqu'alors, on n'avait ni natation, ni sport aquatique, ni course à pied, mais on a choisi de le faire et ça fonctionne pas trop mal. Donc on n'a pas une grosse capacité parce qu'on a des, notamment le parc vélo est pas si grand que ça, on est un peu coincé le long de la mer, donc on a une petite capacité, mais ça suffit pour l'instant à assumer la demande qu'on avait.
Et puis, on est organisateur du triathlon de Paris depuis 2019. Voilà, le triathlon de Paris qui est géré par la Fédération française et qui a ASO comme opérateur depuis 2019. Donc depuis 2019, on n'a fait qu'une édition. Vous doutez bien qu'en 2020 et 2021, on a décalé légèrement notre organisation. Et donc voilà, l'édition 2022 va revenir et organisateur du triathlon de Paris. Donc c'est une belle expérience pour nous. On travaille avec la Ligue d'Île-de-France et la Fédération là-dessus. Et on espère, vous avez parlé de JO tout à l'heure, on espère un retour à la natation dans la Seine dès que possible, dès que la baignade sera autorisée dans la Seine, voilà, ce qui nous permettrait de constituer enfin à Paris le grand triathlon que Paris mérite. Alors, attends, parce que je sais que le triathlon de Paris, c'était un des plus anciens triathlons de France. Je dis pas le plus ancien, mais un des plus anciens triathlons de France. On a vu des grands triathlètes le gagner. Ça s'est arrêté dans les années 80, quelque chose, 85, je crois, ou peut-être 87, le triathlon de Paris. Après, ça a repris au début des années 2000. Tu connais un petit peu l'histoire, justement, de cette épreuve? Alors, il y a eu beaucoup de mouvements. Comme tu dis, c'était très, très mouvementé. J'ai pas toute l'histoire, mais effectivement, il a pas eu lieu pendant un certain nombre d'années. Ensuite, il a été repris. Toujours la fédération et la ligue qui ont été maîtres d'ouvrage. Et puis, il s'est fait balader, ce pauvre triathlon. Il s'est fait balader géographiquement. Ils ont pu nager dans la Seine quelques années. Ils ont été installés sur les sites du pont Alexandre III, d'un valide de Champ-de-Mars. Et puis, il a fallu bouger parce que la baignade a cessé d'être autorisée dans la Seine. Donc, il a fallu aller après dans les bases de loisirs d'Île-de-France, un petit peu loin pour s'installer et pour pouvoir nager. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. On peut pas revenir dans Paris en vélo, en course à pied, si on s'est installé à 30-35 km pour nager. Après, c'est trop compliqué logistiquement pour l'organisation et pour les participants. Donc voilà, il a mal vécu ses allers-retours. Il est revenu dans Paris, mais en nageant à la Villette. Donc là, on est autorisé pour l'instant à nager dans le canal de la Villette. Et puis, oui, on espère un retour dans la Seine. Donc, on n'est pas les seuls à espérer ça, puisque les épreuves olympiques sont prévues dans la Seine. On espère tous que la baignade un jour dans la Seine soit faisable toute l'année, peut-être, par les petits et les grands. Donc, on attend ces évolutions, mais c'est des évolutions qui sont un peu longues. C'est des évolutions quasi industrielles, puisqu'il faut pour que la Seine soit propre, il faut raccorder toutes les villes en amont, toutes les villes. Toutes les évacuations, etc. Il faut tout raccorder tout le monde et donc transformer des tas et des tas de réseaux d'assainissement. Donc c'est très long et pour l'instant la baignade n'est donc pas autorisée dans la Seine. Et qu'est-ce qui fait justement que ça ne l'est plus? Parce que moi je me souviens, j'ai fait 2008, 2009 et j'ai nagé dans la Seine. Donc qu'est-ce qui fait que maintenant ça l'est plus? Je suis pas dans les petits papiers de l'ARS et des gens qui gèrent les aspects sanitaires des cours d'eau, mais voilà, les décisions ont changé, les normes ont changé peut-être et puis donc ça. Il y avait peut-être de leur côté une impossibilité à continuer à autoriser ça, j'imagine bien. Ils ont leur raison, hein, c'est des gens qui gèrent tous les cours d'eau et l'aspect sanitaire de toutes ces bases de loisirs, de ces lacs dans lesquels on se baigne et de ces cours d'eau dans lesquels on peut se baigner éventuellement. Donc voilà, il faut être raisonnable et effectivement, ils peuvent pas autoriser n'importe quoi. Ils sont garants de la santé publique. Bon, il paraît que c'est pas si horrible que ça. Après, bon, moi, pour avoir vécu un petit peu à Paris à un moment, j'avais pas forcément envie d'aller me baigner dans la Seine en la voyant en passant le pont tous les jours, mais pourquoi pas. Non, c'est vrai qu'il y a quelques triathlons qui sont un peu connus pour ça. Alors, on va pas les citer parce que ce serait pas cool. Mais c'est vrai qu'il y a quelques triathlons qui sont un peu réputés pour avoir une eau pas très clean et parfois t'en as quand même quelques-uns qui sont malades quelques jours après parce qu'ils ont chopé un sale truc. Voilà, donc je comprends que les autorités sanitaires essaient d'éviter ça et bon, on va attendre qu'il soit temps tout simplement. Mais c'est vrai que ce serait agréable et c'est vrai que la natation, on va parler triathlon effectivement et débuter le triathlon, mais la natation c'est quand même le sport peut-être qui représente le plus gros frein à la pratique pour un certain nombre de personnes. Donc plus les conditions de baignade sont bonnes et agréables, plus on va pouvoir lever ce frein et plus les gens vont aller s'éclater sur les triathlons en venant peut-être des pratiques principales que sont la course à pied et le vélo. Oui, et puis en dehors de ça, il y a aussi le type nager dans un lac qui est calme, c'est pas la même chose que dans un fleuve où tu as un peu de courant, c'est pas la même chose qu'en mer où tu vas avoir des vagues, donc c'est clair que c'est le genre de truc.
voilà, il y a des gens qui vraiment font des petites peurs d'angoisse dans l'eau parce que ils ont plus leur repère, parce que voilà, donc et surtout quand t'as un mass start en plus, donc il y a un paquet d'appréhensions effectivement ouais, écarter. c'est clair, la natation, c'est sûr. Moi, mon premier triathlon, la natation, je suis sorti de l'eau, j'avais le nez en sang. Oui, quoi. c'est ça, les lunettes parce sur que le front. voilà, je m'étais pris exactement. Alors, je sais pas si c'était un coup d'un genou, je sais pas ce que c'était, mais tu te prends des coups, ouais, ça c'est sûr. Oui. Donc bon, ça dépend évidemment. Il y en a qui ont un mass start, il y en a d'autres qui font des rolling start. Donc ça dépend un petit peu. Il faut se renseigner. Et quand on n'est pas très à l'aise de base, il vaut mieux laisser partir le gros de la bande, sauf si vraiment on nage très très bien. Alors on se met tout devant et on reste devant et on sera tout seul. Mais sinon effectivement il vaut mieux laisser passer un petit peu. Bon alors du coup là on parle avec quelqu'un de chez ASO, on parle de triathlon, donc forcément on parle du triathlon de Paris, qui si je ne m'abuse bénéficie du naming Garmin Triathlon de Paris. Donc ce qui veut dire que non seulement la Fédération française de triathlon, la Ligue régionale d'Île-de-France de triathlon sont maîtres d'œuvre, ASO est l'organisateur et Garmin est quoi, est le donneur d'ordre, c'est le sponsor principal. Et le partenaire majeur, tout simplement, le partenaire majeur qui nous accompagne et qui veut faire découvrir ses produits, parce que Garmin est très connu des pratiquants de sport d'endurance, mais effectivement sur le triathlon de Paris, on a une proportion très importante de débutants. Débutants sur le triathlon, ça veut pas dire qu'ils font pas de la course à pied, du vélo ou de la natation par ailleurs, mais de débutants sur les 3 disciplines. Et donc Garmin est là aussi pour parler aux débutants et arriver à aller chercher de nouveaux clients chez ces débutants, leur expliquer des produits qui effectivement sont très très performants en termes de captation GPS et puis d'options pour pouvoir gérer ces 3 sports. Donc Garmin est le partenaire majeur, voilà, de l'événement. Comment ça se fait qu'un triathlon comme celui de Paris, par exemple, est très orienté débutant par rapport à un autre où tu aurais un niveau plus relevé? Alors, il n'est pas spécialement orienté débutant, mais là, nous, on l'a repris en 2019, donc on le reprend avec un historique. Et l'historique fait qu'il y a 70% de gens qui débutent le triathlon sur cette épreuve. Ok, donc pour qui c'est le premier triathlon, quoi. Oui, pour qui c'est le premier triathlon. Donc, c'est un moment important pour eux, mais c'est un moment un peu plus compliqué. Il faut les guider un petit peu autrement dans l'organisation que toutes les personnes qui ont déjà fait X épreuves et qui savent comment fonctionne un parc vélo, comment fonctionne la dépose du matériel, comment fonctionne une transition. Ça, c'est un peu le jeu un peu croustillant pour les débutants en triathlon. Et puis les gens qui sont pas spécialement effectivement à l'aise sur la natation. Donc on s'est permis avec la ligue de réduire la distance natation au maximum sur le format S, pour permettre de mettre un pied à l'étrier effectivement aux gens qui voulaient débuter. Et puis on le voit bien, hein, nous on a vu beaucoup ça se voit par les tenues des gens, ça se voit par le vélo, ça se voit par pas mal de détails. On a vu des vélos sortir du grenier, hein. Donc il leur fallu leur mettre en place une petite assistance mécanique pour que ces vélos puissent freiner le jour J ou puissent être au minimum de la sécurité nécessaire. Et puis on a vu à leur tenue aussi, on a vu beaucoup de t-shirts du semi-marathon, on a vu beaucoup des Parisiens qu'on avait déjà sur nos épreuves et qui se lançaient sur le triathlon. Donc très agréable de voir autant de débutants, mais il faut encadrer ça de manière un peu différente. Il faut les guider, il faut leur expliquer, avec la ligue, c'est un travail aussi à faire justement pour appréhender au mieux cette natation. Pourquoi, comment mettre une combi, comment nager effectivement, tu l'as dit Olivier, dans un peloton qui se lance avec quelques centaines de personnes. Si on n'est pas très à l'aise, il vaut mieux se mettre un petit peu sur le côté plutôt qu'en plein milieu du paquet pour éviter de prendre des coups, faire attention. Et puis si on n'est pas à l'aise, on se remet un petit peu en bras de temps en temps, on récupère un petit peu. Enfin ça se fait beaucoup sur les triathlons. Dès qu'on n'est pas bien, il faut passer surtout un bon moment. Le chrono on le regardera pour le deuxième ou troisième triathlon. Donc nous, ça nous plaît beaucoup d'accompagner ces débutants. On le fait de plus en plus sur nos épreuves de course à pied, sur le vélo, tout. Donc c'est vrai que on a des gros événements, on a des événements qui font venir les gens et des événements qui sont souvent support d'une première expérience. Et c'est très agréable. Ça veut pas dire que c'est pas agréable de livrer des belles épreuves pour les gens qui sont au top, qui sont préparés, qui jouent la compète, mais c'est très différent. Et disons que ces personnes-là sont en attente de conseils, en attente de beaucoup de choses de notre part. Donc c'est agréable d'avoir ces échanges. Alors comment vous faites justement? Alors déjà, comment est-ce que Garmin fait pour présenter ses modèles, pour donner envie à ces néo-triathlètes de franchir le pas du triathlon, mais aussi de s'équiper avec des produits Garmin? Et puis vous, comment est-ce que vous faites aussi pour éduquer ces néo-triathlètes, et puis peut-être aussi pour leur redonner l'envie, pour leur donner l'envie de continuer à être des triathlètes?
Alors, il faut d'abord leur donner envie. Donc, on profite effectivement de nos bases de données et de nos contacts d'inscrits sur les autres épreuves pour leur donner envie, pour les inviter à venir. Le triathlon de Paris est plutôt bien placé puisqu'il est à la fin du printemps, donc ça permet à des personnes d'avoir déjà une préparation physique minimum au moment de s'élancer. C'est vrai que les premiers triathlons qui peuvent avoir lieu dans le sud au mois d'avril, c'est pas si simple pour certaines personnes de s'y préparer. Il faut avoir une préparation annuelle en fait et tout le monde ne l'a pas. Donc là il est plutôt bien placé. Dans Paris, fin juin, on est plutôt pas mal. La température de l'eau a priori sera bonne. Donc c'est autant déjà de freins qu'on a pu lever. Et puis après, Garmin comme nous, c'est toucher les personnes, leur présenter les produits pour Garmin, leur présenter le pourquoi d'une montre GPS, d'une montre aussi qui va permettre de voir son rythme cardiaque, des choses comme ça. Tout le monde ne l'a pas sur ses premières pratiques sportives. Peut-être qu'ils avaient que le chrono, et puis effectivement, quand on fait 3 efforts, se rendre compte de là où on est dans l'effort. Un petit œil au rythme cardiaque peut effectivement être un peu plus éclairant sur est-ce que je suis dans le dur ou je suis pas dans le dur, ou peut-être que je suis pas dans le dur au niveau cardiaque, mais je suis un peu dans le dur au niveau musculaire parce que c'est la première fois que je tente un enchaînement de sport. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on retrouve beaucoup de littérature quand même sur le web et dans les magazines là-dessus, hein, mais il faut aussi leur présenter des plans d'entraînement qui soient adaptés à leur niveau. Parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu la presse spécialisée, et même le web, on est rapidement sur des articles, comment je prépare mon Ironman, comment je gagne une demi-heure sur mon Ironman. On est un peu moins sur comment je fais mon premier S. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ce média, devenir triathlète. Ouais. Et effectivement, il faut parler assez simplement sur débuter sur un S ou sur un M, parce qu'on peut aussi débuter sur un M sans aucun problème si on a une bonne condition physique. C'est plutôt de se dire, voilà, comment on va préparer une transition. Donc là, quand on les croise, effectivement, nous on a fait un petit peu de promotion quand on les a croisés sur le semi, sur le marathon, c'est tout simplement de parler de manière très factuelle de comment se passe une transition. Comment on va déposer le vélo la veille, on va s'équiper, et puis la transition, il faut préparer quoi ? T'as juste besoin d'avoir ta paire de chaussures, voilà les petits détails d'alimentation qu'il faut poser au bon endroit pour pas stresser, et puis après ça doit devenir un jeu. Je pense que pour n'importe quel sport, il faut juste se lancer, quoi. C'est pas la première transition. Oui, peut-être qu'on va merder un petit peu et puis on va louper 2-3 trucs. À partir du moment où on arrive à finir le triathlon, on en rigolera. La natation, c'est un vrai frein. C'est vrai qu'on l'a dit, hein. C'est un vrai frein à la pratique parce que c'est le sport le moins pratiqué des trois, peut-être en rythme compétition. Ça veut pas dire qu'on nage pas de temps en temps, mais effectivement, entre nager de temps en temps entre amis l'été au bord d'une piscine et enchaîner des longueurs et puis se mettre un rythme de respiration, etc., c'est peut-être un peu plus un frein, c'est moins fréquent que la pratique de la course à pied et le vélo. C'est pareil, il faut aller en piscine et puis il faut peut-être cet hiver enchaîner un peu les séances pour voir si on y arrive. Tant pis si la technique est pas excellente au début, voilà, il y a des maîtres nageurs et des professeurs qui sont là pour donner quelques conseils si on veut progresser. Et c'est vrai que ça paraît un petit peu moins naturel et c'est un peu plus se forcer à y aller que sur le vélo ou la course à pied où on se sent peut-être moins ridicule au départ. Mais faut le faire, c'est tout, faut se lancer. C'est comme en vélo, si on n'en fait jamais, peut-être ce week-end prendre le vélo puis aller enchaîner 2 heures, 3 heures et voir comment on réagit, voir ce qui se passe. Tant pis si le vélo c'est pas le dernier modèle carbone, ça c'est pas un problème. Enfin le matériel ça viendra après. Faut pas non plus faire je pense, hein, c'est mon avis de problèmes sur le matériel par rapport aux triathlètes qui sont expérimentés. Eux ont choisi un matériel parce qu'ils ont une pratique vraiment poussée. Moi ça m'a pas choqué que les gens sortent le vélo du grenier pour aller faire le triathlon de Paris à partir du moment où il est en bon état et qu'il peut freiner. C'est plutôt sympa. Non, au contraire, enfin moi je trouve ça génial. Ça fait toujours un peu sourire évidemment quand tu vois le vieux vélo Peugeot, tu sais un peu rouillé. Ça a son charme. Donc voilà, mais voilà, mais ça exactement, ça a son charme et puis c'est quand même génial que tu vois quelqu'un se dise en fait j'y vais, voilà, je m'en fous, je le fais juste parce que j'ai envie de le faire et voilà et je me mets pas de frein quoi en fait, c'est ça. Et si la personne a envie de continuer, elle continuera, elle s'achètera certainement un beau vélo de course ou peut-être un vélo de chrono un jour, voilà. Mais le fait de pas se mettre de frein, je trouve que ça, rien que ça, c'est génial quoi de voir des gens qui se lancent en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça le plus beau, donc faut l'encourager, ça tout simplement. Voilà, comme on les fait venir, il faut encourager ça. Et aucun souci. Donc on discute aussi avec les juges arbitres de la fédération parce qu'ils sont tous à inspecter un peu les vélos au départ. Donc voilà, faut aussi qu'ils soient eux compréhensifs quand la tenue est pas excellente, quand la personne sort du parc fermé et qui a pas encore mis son casque, il faut simplement lui dire de mettre son casque avant de monter sur le vélo. Mais c'est voilà, on est dans le respect des règles, mais avec bienveillance parce que les gens débutent, c'est juste ça. Donc tout le monde doit s'adapter à ça. C'était justement un point que je voulais voir avec toi, parce que quand tu me dis que vous avez
remarquez qu'il y a à peu près 70% de débutants. Les règles du triathlon, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont là pour protéger les participants, mais malgré tout, elles sont relativement restrictives parfois. Tu l'as dit, on sort pas du parc à vélo sans avoir mis son casque. Normalement, on n'a même pas le droit de prendre le vélo sans avoir mis son casque. Quand on arrive, on n'a pas le droit d'enlever le casque avant de descendre du vélo. On n'a pas le droit de descendre après la ligne du parc à vélo. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de règles qui régissent le triathlon. Comment vous faites pour justement initier tous ces amateurs, tous ces débutants à ces règles-là, en dehors de discuter avec les juges et de leur demander un petit peu d'indulgence? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que tout se passe bien et que celui qui va venir au triathlon de Paris va repartir avec la banane, qu'il ait franchi la ligne ou pas, parce qu'il peut avoir un problème technique, parce que il peut ne pas être arrivé au bout d'un point de vue physique, mais comment il fait pour repartir avec la banane et revenir l'année prochaine? Ouais, il faut juste qu'il ait pu participer à l'événement sans gros frein et sans se faire engueuler par les juges, tout simplement, par les arbitres. Moi, j'ai vu au marathon d'Annecy, j'étais triste pour eux. Il y a 2 gars à côté de moi qui rentrent dans le parc fermé vélo et il leur manquait le bouchon de guidon et ils ont pas pu faire l'épreuve. C'était juste triste, quoi. Alors c'est sûr qu'il faut respecter les règles de sécurisation et il faut faire avec ces règles-là. S'il y a des règles, c'est pas pour rien. Donc, mais c'est juste prévenir, c'est-à-dire que la veille, quand ils vont retirer le dossard, on va essayer de mettre en place un accueil qui leur explique tout simplement où faut coller tous les numéros. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu incongru pour des personnes qui se retrouvent avec une planche avec 5 adhésifs, alors que d'habitude, ils ont juste un dossard à mettre sur la poitrine. Et à 5 adhésifs, je les colle où? Ça va où sur mon vélo? Donc voilà, il y a un petit accueil supplémentaire pour leur expliquer où ça va. Une petite assistance technique qui permet de savoir que le vélo fonctionne bien et qu'il rentre dans les clous de la sécurité. Des petites choses comme ça, il faut juste anticiper. Des petits supports qui doivent être très très vulgarisés en ligne. Quand on met des choses, là on leur met un petit support sur le site internet où comment choisir la bonne distance, comment choisir la bonne épreuve. Il faut que ce soit un peu rigolo, il faut que ce soit un peu sympa. Il faut pas qu'on mette nous de la formalisation sur un sport qui a déjà des règles assez strictes. Il faut qu'on rajoute plutôt de la bienveillance et du sourire. Donc ouais, parce que c'est vrai que ça peut sembler un peu bizarre pour ceux qui sont pas familiers avec les règles du triathlon, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de règles finalement, et c'est vrai que quand tu les connais pas, tu risques d'en enfreindre pas mal, quoi. Ouais. Donc il y en a qui nous demandent drafting, pas drafting. Je fais non, il y aura pas de problème sur le S, on va pas venir voir si vous collez. Donc par contre, allez pas vous coller à quelqu'un pour rien, donc parce que vous le connaissez pas, vous savez pas s'il va freiner, s'il fait bien du vélo et si vous savez réagir. Donc voilà, ne nous proposons pas ces questions-là pour l'instant, mais voilà, juste vérifiez votre vélo, vérifiez votre matériel, et puis donc on essaie d'anticiper et avec le sourire et la bienveillance. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre. D'anticiper les questions. On a une équipe nous qui répond aux questions des sportifs toute la semaine, toute l'année. C'est aussi ça, on est disponible pour eux au téléphone et par mail. Et on répond à des questions des fois un peu plus basiques, mais c'est pas un problème. Après, on remplit nos pages FAQ avec des questions qui sont peut-être un peu plus basiques et qu'on retrouverait pas peut-être sur un Ironman, parce que les pratiquants sur un Ironman ne se posent plus ces questions-là, tout simplement. Alors, tu parlais des distances, du S, du M. Quelles sont les distances justement au marathon de Paris et quel jour ça a lieu? Parce que tu nous as dit fin du printemps, mais soyons plus précis. on sera le week-end du 26 juin. Donc on a rendez-vous à la Villette. Donc on fait tout à la Villette. On essaie de pas délocaliser un parc fermé, un parc vélo, un parc de transition et un deuxième. On fait tout sur le parc de la Villette. C'est plutôt très plaisant parce que c'est un espace très vert. On est sur de l'herbe tout le temps. Donc la natation aura lieu dans le parc, dans le bassin de la Villette. Le parcours vélo rentre dans le cœur de Paris et revient, donc 20 ou 40 kilomètres en fonction des distances. Donc on offre 2 parcours, donc un parcours S et un parcours M, le format olympique. Donc c'est des distances qui sont faisables par tout le monde. Et puis si on veut réaliser un chrono, une performance un peu plus intense, on peut aussi le faire, sans aucun problème. Sur un M, on peut déjà bien se donner. Sur un S aussi, on peut s'amuser. Ouais, bien sûr. Alors un S, on risque peut-être pour quelqu'un d'habitué, il va peut-être se retrouver au milieu d'une population très débutante. Donc voilà, il risque de partir très très vite devant, ou alors être mêlé à un peloton qui fait pas du vélo de la même façon que lui. Donc voilà, c'est juste ça. Il faut faire aussi attention au mélange des populations, parce que les deux. Alors justement sur le S, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais sur le S, tu me disais que vous avez essayé de réduire au maximum la distance en natation, c'est-à-dire qu'on est quoi, sur 500 mètres ou sur 750? Oui, on est sur 500, ouais. 500, ouais, okay. Il fallait vraiment mettre l'accent là-dessus. Et puis la course à pied se fait le long du canal, donc sur une partie course à pied assez sympa le long du canal où on est sur une zone piétonne uniquement. Voilà, on n'est pas dans la circulation, on n'est pas dans les grandes avenues, donc plutôt sympa. Et voilà le parc de transition qui se trouve sur les grandes pelouses de la Villette.
Donc voilà, 26 juin, on a encore le temps de s'inscrire. Il y a encore de la place, donc il faut en profiter. Et voilà, c'est une belle expérience. Moi, je me souviens de mon premier triathlon, c'était rigolo. Voilà, la petite banane, la petite barre à côté des chaussures, dans la transition. Enfin ouais, c'est une excitation un petit peu particulière. Et puis l'enchaînement, effectivement, fait un peu plus la variété de l'effort. C'est un peu différent de faire 3 heures de triathlon plutôt que 3 heures d'un seul sport. Ça casse le rythme, il y a un peu de jeu avec ces transitions, il y a des rythmes différents, il y a des sports où on est plus ou moins fort, donc on va doubler ou se faire doubler. Et effectivement, moi je conseille à tous de débuter sur le triathlon. Le triathlon n'est pas un sport élitiste, c'est pas un sport où il y a que de la perf et du matos. C'est un sport ouvert à tous, on s'amuse bien, on peut le faire entre potes, on peut rigoler avec un pote tout au long d'un triathlon comme on pourrait le faire en course à pied ou en vélo. Donc voilà, je pense qu'il faut casser un peu cette image du triathlon qui est peut-être un peu qui a été axée pendant de nombreuses années sur la perf et le matos. Il n'y a pas que ça. C'est sûr que quand on pratique depuis longtemps et avec un niveau un peu soutenu, on est content d'avoir un vélo qui avance bien et qui répond bien. On va aller chercher de la perf, mais il n'y a pas que ça. Donc je pense que voilà, sur les triathlons, moi j'ai vu aussi des bons moments partagés, enlever une combi dans un parc de transition avec le voisin. Et voilà, c'est des bons moments. Ouais, parce que ça finalement, on le dit, ça fait partie des règles. Hein. On peut s'aider entre participants, par contre, on peut pas avoir d'aide extérieure. Tout à fait. Mais si on est 2 à galérer dans le parc pour enlever la combi, on peut enlever la combi du copain et le copain peut nous enlever la combi. Tout à fait, voilà. Ou partager une banane ou une barre de céréales, et ça marche dans tous les sports. Tu disais tout à l'heure qu'on peut aussi très bien s'éclater entre potes sur le triathlon et notamment que ce soit le S ou le M. Est-ce que vous avez des formats relais ou équipe ou est-ce que c'est dans les cartons? On propose aussi le format olympique en relais. Oui, tout à fait. Ce qui est faisable. Alors après, c'est un effort plutôt court, le format olympique en relais, mais voilà, s'il y a un nageur dans le groupe et que les autres ont plus de mal, on peut s'organiser pour faire l'équipe de 3. Et puis en paratriathlon aussi, on accueille des équipes et les équipes sont souvent aussi sur des combinaisons de compétences. Okay. Sur le paratriathlon avec des images bien sympas de nos athlètes. Alors, un truc assez sympa, moi, que j'avais fait en relais, justement, c'était d'avoir pris la nage pour une équipe et puis d'avoir continué. Donc, moi, je l'ai fait en complet, mais en même temps, j'ai passé le relais à l'équipe. Je ne sais pas si vous proposez ça, s'il y a possibilité de le faire ou si c'est finalement logistiquement trop compliqué. Non, après, pour les chronos, pour les équipes, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a proposé un simple relais avec 3 participants, tout simplement, okay. Qui s'enchaînent. Super. Bon, alors forcément, on imagine le 26 juin, on aura un temps magnifique à Paris. Oui, donc ça va être... Vous avez déjà réservé le soleil, mais pas trop. C'est dans le cahier des charges. On parle du 26 juin 2022. Je dis ça parce que potentiellement les épisodes seront écoutés encore pendant des années. Donc voilà, c'est 2022. Mais a priori, le triathlon de Paris, ce sera systématiquement dans ces eaux-là. Oui. On est sur une bonne période. Tant en termes de concurrence, d'organisation que de période dans l'année à Paris pour organiser cette épreuve-là. Donc oui, a priori, c'est une bonne date. Voilà. Donc si vous nous écoutez dans le futur, voilà. Sachez qu'en 2022, c'était en fin juin. Ce sera. Voilà, exactement, c'est ça. Ok, mais donc du coup, le triathlon, c'est quand même assez nouveau entre guillemets pour ASO. Ça fait partie de la stratégie de la boîte de se mettre sur le triathlon. Ça fait partie des opportunités logiques. À partir du moment où notre spécialisation, pour l'instant, c'est très cyclisme, très course à pied. Il n'y a pas de raison que le triathlon soit pas une belle opportunité. Donc oui, ça fait partie des choses logiques. Mais le triathlon, c'est plus compliqué aussi en termes de logistique, pour le coup. C'est un peu plus compliqué. Il y a un peu moins de facilité à mettre de la masse. Effectivement, un triathlon à 25 000, j'en ai pas encore vu. Voilà, mais c'est assez logique en termes de métier et de compétences. On parlait tout à l'heure de ce qu'on faisait toute l'année et effectivement gérer des flux. Là, il y a une attention particulière, bien sûr, parce que le flux n'est pas sur un seul trajet, sur un seul circuit. On va gérer des transitions, on va gérer des entrées, des sorties de ce parc de transition, on va gérer du vélo sur la route et de la course à pied sur un canal. Donc, on a des contraintes différentes pour s'implanter dans l'environnement urbain. On pourrait aussi avoir ça dans un environnement touristique en bord de mer ou un environnement un petit peu différent en campagne. Mais ça fait partie de nos spécialités, de gérer ces flux, de gérer les contraintes d'installation dans des sites. Donc on est tout à fait dans notre logique. Comme on pourrait l'être, c'est un peu moins le cas, effectivement. On pourrait l'être sur du ski de fond, on pourrait l'être sur toutes les épreuves d'endurance
qui se prête à un effort qui peut être partagé à quelques centaines, quelques milliers de participants. On est dans une logique de gestion pour nous. Voilà, il y a aucune, il y a une facilité à faire des choses semblables sur tous ces sports. Quand on révolutionne quelque chose sur un sport, quand on change le système de départ d'un sport pour faciliter les flux, il n'y a pas de raison que ça s'applique pas plus ou moins au sport d'à côté, sur ces sports-là, parce qu'ils sont assez proches. Ok, mais donc du coup, vous comptez vraiment vous positionner comme un acteur clé dans le triathlon d'ici quelques années, ou bien c'est plus parce que c'était un peu par opportunisme? En fonction des opportunités, il faut que les opportunités soient bonnes. On va pas lancer un circuit de 30 triathlons demain si le marché est pas là. On va pas en rajouter s'il y a déjà trop d'épreuves. On va pas reprendre des épreuves si elles ne génèrent pas une bonne idée de circuit ou une bonne idée de cohérence. Donc voilà, il faut des opportunités qui soient bonnes, qui soient cohérentes avec notre organisation actuelle. Mais pourquoi pas? Demain, s'il y a des opportunités sympas sur le triathlon, on a étudié il y a quelques années, c'était un peu sorti l'Ambraman, qui était une possibilité parce que l'organisateur s'était rapproché de nous en disant pourquoi pas ASO pour reprendre mon triathlon. Voilà, aujourd'hui c'est pas nous, c'est les copains d'Extra Sport qui sont partis les aider. Mais voilà, il peut y avoir des bonnes opportunités, que ce soit sur le trail, sur le triathlon. C'est des sports assez logiques pour nous. On est dans notre écosystème, on est dans notre façon d'organiser. Et à chaque fois, c'est cette même relation avec les collectivités, les autorités, une installation hors stade et des sports d'endurance qui peuvent être partagés par du grand public. Voilà, donc c'est plutôt très logique et très cohérent si on s'intéresse à tous ces sports-là. C'est une stratégie peut-être un peu moins agressive que Ironman, le groupe Ironman qui est en train de un peu tout racheter. Ils ont changé un peu leur point de vue il y a quelques années, effectivement, en passant de... Ils ont arrêté toutes les licences qu'ils avaient pour se recentrer sur des acquisitions. Et effectivement, ils ont une politique plus ou moins forte en fonction des continents, des pays, d'acquisition d'épreuves ou de reprise d'épreuves, ouais, donc un peu différente. Mais ils sont spécialisés dans le triathlon. Et ensuite, ils ont diversifié un petit peu. C'est pas notre cas, donc voilà, mais... c'est des questions un peu très, très business, hein, mais je suis curieux. Quel est l'intérêt, du coup, d'acquérir des événements comme le fait Ironman par rapport à vous êtes plutôt sur des licences? C'est très différent, je suis pas sûr qu'on puisse le résumer comme ça, il faudra leur demander. Vous avez eu Thibaut la dernière fois, je crois, donc je sais pas si... Ouais, on a eu Thibaut Vella, effectivement. Je pense que vous étiez collègues, ouais. Vous connaissez... On a passé du temps dans la même équipe. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, super. Mais donc... Oui, non, c'est des stratégies très différentes. Après, voilà, nous, on n'a pas que les épreuves de masse, on a les épreuves pro qui nous tirent aussi. Le vélo était quand même une grosse part chez ASO, donc oui. Les épreuves grand public qu'on essaie de monter tournent beaucoup autour du vélo aussi, donc avec un gros marché en ce moment sur le cycle, globalement, hein. Pas que le cycle sportif, mais tout le cycle. Donc c'est aussi quelque chose qu'on suit de près pour voir comment on peut créer ou reprendre les événements majeurs en vélo, effectivement, parce que c'est un gros point. Et effectivement, la déclinaison du vélo, c'est aussi le vélo au quotidien, c'est aussi une grosse pratique un peu moins sportive, mais urbaine et de mobilité. Donc voilà, c'est aussi pour nous des choses sur lesquelles on peut décliner. Ok, parce que potentiellement il y a des événements comme ça plus orientés. Mais c'est quoi? C'est plus les courses alors? C'est pas spécialement d'événements, et je dis pas que ça existe aujourd'hui, mais nous on travaille beaucoup avec les collectivités, on travaille beaucoup avec les autorités, et aujourd'hui le vélo comme mobilité ou la course comme mobilité, enfin bon, la mobilité douce est un vrai sujet. Donc on est organisateur d'événements sportifs, mais on peut aussi avoir une déclinaison très proche de la mobilité urbaine et de tout ce qui s'en rapproche. Donc on peut faire ce lien, effectivement, et la marque Ironman, alors je ne veux pas non plus parler pour eux, mais la marque Ironman est une marque sportive. Ils auraient peut-être plus de difficultés à aller vers ce créneau-là. Donc mais quand tu dis le créneau de la mobilité, du coup, j'ai un peu du mal à comprendre. C'est quoi? T'as des exemples alors, je sais pas, des événements ou des projets? J'ai pas d'exemple parce que pour l'instant, il y a pas d'événement qui existe à ce niveau-là, mais ça existait d'ailleurs. On l'a vu dans certaines villes, en Allemagne ou ailleurs, où au-delà de l'événement sportif, on pouvait coupler un événement qui est peut-être un peu moins sportif dans l'esprit, mais qui est plus pour célébrer les familles, l'aspect festif et la mobilité urbaine. Voilà, des rassemblements peut-être un peu moins sportifs, mais... D'accord, donc plus des rassemblements, ok, je vois. Sur le thème de la mobilité plutôt que du sport. Le vocabulaire sera différent, tout simplement. Donc
Voilà, le développement, c'est à la fois des sports différents qui sont cohérents par rapport à notre écosystème. Ça peut être des événements qui complètent nos sports. Voilà, mais toujours en étant cohérent sur cette architecture hors stade, sur les événements grand public en tout cas. A priori, vu que le triathlon a le vent en poupe et que y a de plus en plus de triathlètes tous les ans, on peut imaginer que vous allez aussi évoluer là-dedans, puisque tu parlais d'opportunités, j'imagine que c'est pas ce qui manquera dans les années à venir. Oui, on l'espère, ouais, effectivement. Mais sur tout le sport, on est toujours attentif à la façon dont ça évolue, aux événements qui seraient à créer, à reprendre, à imaginer. Donc c'est un secteur qui bouge sans arrêt. Voilà, moi ça fait 23 ans que je suis chez ASO et il y a toujours eu des créations d'événements, des événements qui disparaissent, des événements qu'on reprend, un écosystème qui bouge. Donc c'est pas du tout figé et il faut suivre un petit peu les tendances, faut voir comment évolue le vélo électrique, comment évolue le gravel, comment évolue la pratique du triathlon, les différentes distances, les différents relais. Enfin, ça bouge dans tous les sports, donc c'est très agréable de voir l'évolution. Il faut juste arriver à s'y adapter au bon moment pour déposer le modèle d'organisation qui correspond au bon moment dans la pratique des gens et dans la tournure que peuvent prendre l'évolution de ces sports. Pour revenir un petit peu sur le triathlon de Paris, tu nous as glissé tout à l'heure que on est tous conscients, on sait tout ce qui s'est passé en 2020 et 2021, cette petite pandémie, ce petit virus qui nous a un petit peu embêtés. Du coup, il n'y a pas eu de triathlon de Paris. Est-ce que 2022 sonnera un petit peu comme un événement, une organisation, une version exceptionnelle et qu'est-ce que vous allez mettre en place justement pour satisfaire les attentes de vos participants? Alors c'est toujours difficile de parler d'exceptionnel, ça veut dire que les éditions antérieures, on n'avait pas fait le maximum. Donc, c'est jamais simple de dire, c'est comme sur les événements, j'aime pas trop fêter le 20e ou 30e anniversaire. Ça veut dire que le 19, 18, etc. était lamentable et qu'on a fait l'effort que sur une année. Non. Ou ça veut dire que 31, 32 vont être moins bien. Ouais, voilà, ouais. On va redescendre ensuite à quelque chose de plus pauvre. Donc, non, on essaie de pas différencier les éditions comme ça. Peu de gens nous suivent sur l'ensemble des éditions. On n'a pas forcément des publics fidèles, puisque je vous disais que 70% des triathlètes étaient des nouveaux. Donc, l'objectif, c'est vraiment de leur fournir le maximum d'expérience tous les ans pour ceux qui viennent. Donc là, les événements de reprise 2021 ou reprise 2022 pour les événements qui étaient annulés pendant 2 ans, l'objectif premier, c'est de reprendre et de reposer une organisation qui fonctionne. Et de repartir sur de bonnes bases. On aurait aimé effectivement avoir un parcours un peu différent et replonger dans la scène pour créer vraiment la nouveauté et créer l'appel d'air qu'il nous faut pour que ce triathlon de Paris vraiment franchisse une étape clé dans son développement. C'est pas le cas, on espère que ce sera le cas l'année prochaine, c'est pas grave. Et à la Villette, on est déjà dans un très beau cadre pour vivre cet événement et l'organiser. Donc on évite de faire ça, effectivement, d'avoir des éditions exceptionnelles et d'autres moins bien. Quand on crée quelque chose, en fait, c'est les choses qu'on crée en plus, on les ajoute et on évite de renoncer à d'autres choses qu'on faisait plus ou moins bien. Voilà, donc on teste et on ajoute et on cumule les choses qui sont mieux ou qui peuvent apporter de l'expérience sympa aux participants. Ouais, a priori chaque année l'événement est mieux que l'année précédente, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire, de s'améliorer chaque fois, voilà, de tenir compte de l'expérience, de ce qui s'est passé, et puis d'ajouter la petite touche, soit en termes d'orga pur et dur, soit en termes d'expérience et de festif autour, ouais. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas trop s'empépériser quand on est bien dans un événement, quand ça fait plusieurs années qu'on l'organise? Alors moins sur le triathlon de Paris parce que tu l'as dit, vous l'avez repris en 2019, mais sur des épreuves beaucoup plus communes comme le marathon de Paris, comme l'étape du Tour. Comment est-ce qu'on fait pour se réinventer à chaque fois, tout en rajoutant des features à l'image d'une application, de quelque chose qu'on pourrait développer d'un point de vue technique? Comment est-ce qu'on fait pour se réinventer à chaque fois, toujours apporter le meilleur et en même temps ne pas rester dans sa zone de confort? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a l'aspect digital qui a beaucoup évolué et qui nous a fait aussi un petit peu évoluer, donc avec des applis, soit pour des applis de tracking, soit les applis de préparation, soit les applis qui ont même remplacé les événements pendant 1 an ou 2, qui ont fait évoluer. Donc l'aspect digital nous pousse un petit peu là-dessus. La communication digitale aussi évolue, donc beaucoup. Donc là, ça nous permet de pas faire la même chose et de s'inventer à chaque fois. Il y a les partenaires qui nous rejoignent aussi, qui sont heureusement pour nous quelquefois challengeants, qui veulent parler d'autres sujets, qui veulent traiter les choses différemment et qui nous font évoluer, c'est vraiment un dialogue qu'on a avec eux pour créer de nouvelles activations, pour
parler différemment aux participants et aux consommateurs qu'ils ont en face d'eux. Donc le renouvellement, l'arrivée de nouveaux partenaires nous fait évoluer aussi. Et puis on écoute les participants, c'est-à-dire qu'après chaque épreuve, nous systématiquement on envoie des enquêtes de satisfaction, alors qui nous permettent d'avoir des notes en fonction des items, mais la note ne fait pas tout. On écoute aussi les critiques, on écoute aussi les choses qui n'ont pas bien fonctionné ou qui pourraient fonctionner mieux. Quand on nous exprime des idées qui sont intéressantes, on essaie de les écouter et de réfléchir à la façon de mettre en place la petite amélioration. Donc voilà, il faut se remettre en question tout simplement. Il faut pas se dire que l'événement est parfait, il s'est très bien déroulé peut-être, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour que ce soit un peu mieux de ce côté-là ou de ce côté-là. Voilà, c'est une remise en question un petit peu perpétuelle qu'il faut avoir. Il faut avoir un peu de modestie sur la façon dont on fait les choses. On est très content quand ça se passe bien, mais il faudrait que ça se passe mieux à chaque fois. Et en termes de se réinventer, justement, tu l'as dit, sur le triathlon de Paris, vous avez 70% de néo-triathlètes, de nouveaux dans la discipline. Comment est-ce que vous faites pour aller les recruter? Alors, tu nous as dit au début de l'épisode que vous vous appuyez aussi pas mal sur vos bases de données, mais bon, la base de données, c'est bien, mais un coureur, il va pas forcément switcher vers le triathlon. Donc, comment est-ce que vous faites pour recruter 70% de nouveaux triathlètes tous les ans? C'est pas simple. Heureusement, là, on est quand même sur un bassin de population assez intense sur la région parisienne. Mais c'est pas simple, donc ça passe par différents canaux. La fédération et la ligue jouent leur rôle aussi là-dessus pour aller chercher les pratiquants qui sont dans leur club et qui sont dans les bases de données de la fédération. On essaie de convaincre dans Paris. Alors ça passe aussi par des partenaires médias qui vont chercher ou qui s'adressent à des populations un petit peu plus éloignées. Donc les partenaires médias, c'est pas spécialement la presse spécialisée triathlète, c'est plutôt une presse qui va aller chercher d'autres secteurs, plus généralistes peut-être, plus adaptés à la tranche d'âge qui est visée, donc un peu plus jeune peut-être moins expérimenté. Voilà, mais on va les chercher un peu partout. On fait de la com très généraliste et ailleurs, donc c'est pas simple de recruter tout le temps. Le web maintenant a pris une part prépondérante dans le recrutement, bien évidemment. Donc acquisition digitale, voilà, on est accompagné par des agences sur de l'acquisition digitale aussi pour aller faire clignoter le triathlon de Paris sur les écrans des smartphones et des ordinateurs des sportifs franciliens et alentours. Est-ce qu'il y avait d'autres points qu'on n'avait pas abordés justement sur la partie triathlon de Paris pour donner encore plus envie à nos auditrices ou nos auditeurs de venir faire un tour du côté de la Villette fin juin? La carte du parcours doit vous inciter à venir. Voilà, jetez un œil sur le site. Donc Garmin Triathlon de Paris, jetez un œil sur le site, allez voir le parcours, on a un super parcours parisien. Donc c'est pas simple de sécuriser un parcours de vélo dans Paris, mais ça, voilà, il est vraiment sympa, on passe au cœur de la capitale. Donc ça va être très plaisant. Et puis voilà, le site de la Villette est chouette. Même en cas de chaleur fin juin, on est pas mal, on est dans un espace très très vert, donc pour en profiter entre amis, venez faire le triathlon de Paris, c'est une belle épreuve et on espère l'enrichir tous les ans de nouveautés et d'arguments d'accueil pour vous. Super. Et puis pour terminer, si on veut échanger un petit peu avec toi ou si on veut s'inscrire au Garmin Triathlon de Paris, comment est-ce que ça se passe? Alors pour s'inscrire tout simplement sur le site, il y en a pour 2 minutes et puis après toute l'équipe d'organisation sera sur place et nous on est toujours très très contents de croiser nos participants. Voilà, venez nous voir le jour de l'épreuve et surtout sur les jours de village. Très très content de discuter avec tous nos participants et tout l'écosystème. Voilà, on a des partages quand même sur ces événements et là on parle pas que d'ASO et pas que des organisateurs du triathlon de Paris. Mais globalement, n'importe où vous alliez, prenez le temps de discuter avec les bénévoles, avec les organisateurs sur les événements, prenez le temps de ce partage. Il est très agréable et il est enrichissant. Donc on est tous baignés dans nos événements et on y prend tous plaisir quand on les partage. Bon super. Écoute, on te souhaite bonne continuation pour finir d'affiner la préparation et l'organisation de ce triathlon de Paris 2022. Pour ceux qui nous écoutent après 2022, n'oubliez pas que le triathlon de Paris sera encore là normalement l'année prochaine et les années suivantes. Donc ce sera à peu près fin juin. Faudra pas hésiter à aller faire un tour sur le site et puis à aller voir. Et puis on espère peut-être se croiser là-bas. Donc le 26 juin 2022 pour cette année. Avec grand plaisir. Super. Merci Thomas. Je vous en prie. Super. Merci Thomas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.